Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange. Jusqu'à minuit, nous allons parler d'ovnis et d'extraterrestres. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Alors, Roswell, c'est une affaire très importante. Je vais vous brosser le portrait de cette affaire. Ensuite, j'aurai le plaisir d'accueillir deux spécialistes français de ce dossier. Et avec eux, jusqu'à minuit, nous allons parler donc de cette affaire et puis des ovnis et des extraterrestres en règle générale. À votre avis, vous, au 0826 300 300, pensez-vous que les extraterrestres existent? Pensez-vous qu'il existe une vie ailleurs que sur cette jolie planète bleue? Pensez-vous que de temps en temps, il y a des intelligences exotiques, comme l'on dit dans le milieu ufologique, qui viennent nous visiter, voir un petit peu comment on vit? Eh bien, écoutez, 0826 300 300, notre standard. Vous êtes ouvert pour un débat qui, j'espère, sera sympa. Voici donc le portrait de cette affaire. Je vous emmène en juillet 1947. Roswell, c'est le nom d'une base militaire américaine dans l'état du Nouveau-Mexique et nous sommes en juillet, le 2 juillet exactement, au cours d'une nuit d'orage. William McBrazel entend une grande explosion. Ce fermier sort et le lendemain matin, il découvre sur les terres de son ranch des débris éparpillés. Surpris par l'aspect de ces débris, il en ramasse quelques-uns et les montre à sa famille, à ses voisins. Le dimanche suivant, le 6 juillet exactement, il prévient le shérif du comté, George Wilcox, et ce dernier avertit évidemment la base militaire de Roswell qui est juste à côté, le Roswell Army Airfield. Le lendemain, le 7 juillet 1947, deux militaires se rendent sur les lieux. Le premier s'appelle le major Jesse Marcel et le second le capitaine Sheridan Cavitt. Ils examinent les débris et évidemment ils en ramènent à la base. Le 8 juillet, le périmètre est totalement bouclé par l'armée et les débris sont ratissés, ramassés pour être transférés par avion dans les bases militaires de Fort Worth et de Wright Field. Un site de crash est également découvert avec, paraît-il, une épave et des corps. Ce site est également rapidement balisé et bouclé par l'US Army. Le 8 juillet 1947, l'armée envoie un communiqué de presse officiel annonçant qu'elle serait en possession de débris et d'un vaisseau d'origine extraterrestre. Cette déclaration est signée par le commandant de la base de Roswell, William Blanchard. Quelques heures après, c'est un autre communiqué qui arrive. Cette fois-ci, c'est le brigadier général Roger Ramey qui est au-dessus, qui prend l'affaire en main et qui publie un autre communiqué qui dément formellement le premier. Le nouveau communiqué donc annonce qu'en fait il s'agit des restes non pas d'une soucoupe volante mais d'un ballon météorologique particulier. L'incident du coup tombe dans l'oubli pendant 30 ans et c'est encore aujourd'hui une affaire qui alimente les hypothèses de tout genre. Alors, l'armée américaine est-elle tombée sur une épave, un ovni et des corps d'extraterrestres? Est-ce une énorme gaffe des autorités de Roswell ou est-ce tout simplement un ballon sonde? Nous parlerons également, vous vous en souvenez, je suis sûr, de ce film d'autopsie d'extraterrestres diffusé sur France 2 dans une émission de Jacques Pradel il y a quelques années. Et pour ouvrir ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir ce soir deux spécialistes français. Ils ne partagent pas le même avis et c'est ce qui rendra, je l'espère, le débat intéressant. Gildas Bourdet, bonsoir. Vous êtes auteur notamment de nombreux livres, mais notamment de ce livre Roswell, Enquête, secrets et désinformation, paru aux éditions JMJ. Et de l'autre côté, nous avons Pierre Lagrange, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes auteur d'un livre qui s'intitule La rumeur de Roswell à la découverte édition. Alors vous avez tous les deux des avis divergents sur le dossier de Roswell, mais vous avez en commun d'avoir beaucoup travaillé et beaucoup étudié ce cas. Vous serez donc nos deux spécialistes de ce soir et je vais vous demander de nous faire part de vos conclusions et de répondre aux questions que je vais vous poser. Évidemment, de répondre aux questions que les auditeurs ne vont pas manquer de vous poser au 0826 300 300. Chers auditeurs, auditrices, Cyril vous attend à notre standard. Pierre Lagrange et Gildas Bourdet, nous allons donc entrer de plein pied dans ce dossier de Roswell. Première question, je vais commencer avec vous, Pierre Lagrange, si vous le voulez bien. Roswell, pour vous, est-il un dossier important dans le registre des ovnis? Et si oui, pourquoi? Oui, c'est un dossier important. Alors, je voudrais préciser que je suis sociologue, donc en fait, j'étudie des controverses. Et l'affaire de Roswell est effectivement une affaire dans la transformation de la controverse sur les ovnis. C'est-à-dire que pendant longtemps, la controverse sur les ovnis, c'était une controverse sur est-ce que les ovnis existent ou pas. Ouais. Et avec l'affaire de Roswell, avec l'affaire qu'elle est devenue, parce que bon, l'affaire de Roswell date de 1947, bien sûr, mais elle est devenue très importante à partir de 1980, quand Berlitz, l'auteur des livres sur le triangle des Bermudes, et William Moore, un ufologue américain, ont publié un premier livre qui a
révéler l'affaire. Ensuite, il y a d'autres livres qui se sont accumulés, et notamment dans les années 90, des enquêteurs du QFOS, un important groupe d'ufologues américains, qui avait été fondé par un astronome, Hynek, ont repris l'affaire et l'ont réenquêtée. Donc, cette affaire a transformé le débat ufologique parce que de la question initiale, est-ce que les ovnis existent, on est passé à une autre question, c'est-à-dire qu'on est passé d'un débat scientifique à un débat politique. Et la nouvelle question, c'était plus est-ce que les ovnis existent, mais qu'est-ce qu'on nous cache comme réalité sur ce phénomène? Parce que l'histoire de Roswell, c'est plus simplement un débat sur l'existence de phénomènes bizarres dans le ciel, on va dire, extraterrestres ou pas. C'est plus le débat sur des témoins qui racontent avoir vu des choses. C'est un débat sur le rôle que l'armée et les autorités américaines auraient pu jouer dans le camouflage actif d'une vérité qui se présente comme un fait incontestable. Si les Américains ont récupéré un truc pareil, il n'y a plus de contestation possible. Donc, d'après vous, on a sauté une étape, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment changé de débat. On n'est plus du tout dans le même débat, on est dans un débat qui est un débat politique avec la thèse d'un complot, c'est-à-dire que l'armée et le gouvernement américain auraient participé au camouflage d'un truc qui permet de réécrire tout simplement les livres d'histoire. Une vérité, oui. Cela dit, l'armée américaine, on l'a vu avec la guerre qui se déroule actuellement et puis la désinformation qu'ils ont menée concernant l'Irak, c'est pas mal quand même. Hein. Ils ont l'air d'être bien formés sur le domaine. Hein. Oui, mais ça, que l'armée française de ce point-là n'a rien à avec apprendre de l'armée américaine. Oui, avec le nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté aux frontières, etc. Oui, donc c'est une spécialité, je dirais, dans laquelle tous les pays excellent dès que les renseignements se mettent sur ce genre de trucs. Le vrai problème, c'est de se demander des vérités cachées, on en a plein. Je veux dire, bon, il y a une affaire qui reste très énigmatique pour beaucoup d'entre nous, c'est l'assassinat de Kennedy. C'est véritablement la grande affaire pour laquelle on n'a toujours pas levé le secret. Bon, alors, bien sûr, il y a tout un tas de thèses qui s'opposent. Il y a ceux qui disent on connaît la solution puisque le tueur, il a été tué à son tour, c'est Lee Harvey Oswald et ça ne va pas plus loin. Mais il y a ceux qui disent cette thèse-là ne tient pas pour tout un tas d'arguments techniques. Et donc, c'est quand même une des rares affaires sur lesquelles on a une controverse qui dure aussi longtemps. Que ce soit l'affaire du Rainbow Warrior, de Tchernobyl, justement, que vous citiez, ou tout un tas d'autres affaires dans lesquelles on a eu affaire de la désinformation, ou la guerre du Golfe, on a très rapidement compris qu'il y avait de la désinformation. C'est-à-dire que la force des démocraties, et on a la chance de vivre dans une démocratie, et aux États-Unis c'est quand même la même chose, c'est que très rapidement, quand il y a quelque chose qui est caché comme ça, on arrive à se rendre compte qu'on nous berne. Et donc, l'intérêt de l'affaire de Roswell, c'est que s'il y avait un secret, on serait dans un secret qui serait maintenu de façon assez hermétique depuis quasiment 60 ans. Donc, c'est quelque chose qui est sans précédent. La vraie question, c'est est-ce qu'on peut garder un secret aussi longtemps ? A priori, on va voir. Les auditeurs ont sûrement une opinion. Je vous invite d'ailleurs à venir nous appeler pour discuter avec Pierre Lagrange ou Gildas Bourdet au 0826 300 300 pour vous. Est-ce que l'armée américaine a caché le fait qu'ils aient pu récupérer un ovni ou des extraterrestres? Gildas Bourdet, c'est à votre tour de vous exprimer donc sur cette question. Roswell est-il un dossier important dans le registre des ovnis? Et si oui, pourquoi, selon votre point de vue? Oui, eh bien, je vous répondrai que Roswell, ce n'est pas toute l'ufologie, en effet. Bien sûr, bien sûr. Mais que c'est un dossier qui reste aujourd'hui encore très important. Pierre Lagrange vient de dire que ça changeait la nature du débat. Oui et non, parce que, en fait, au départ, sur le dossier de Roswell, il y a une quantité assez considérable de témoignages. Or, justement, l'ufologie est faite de témoignages, donc c'est tout à fait semblable à ce point de vue-là, à n'importe quel autre dossier ufologique, sauf que c'est un dossier énorme maintenant. Je vous avais fait un petit topo là-dessus avant l'émission. Vous avez vu la liste des témoins dont on dispose, et encore, je n'ai cité que les principaux. Et alors, pourquoi est-ce que c'est un dossier? C'est une affaire importante, en effet, comme l'a dit Lagrange, parce que ça pose la question du secret. Je crois que c'est ça surtout sur quoi il faut assister, en tout cas sur quoi j'ai envie d'assister ce soir. Et je voudrais tout de suite remarquer que je ne suis pas le seul à penser cela et que de plus en plus de gens
partagent cette opinion. Alors, oui, je peux citer par exemple, justement, rien qu'en France, j'ai envie de citer deux sources qui sont le rapport du Cometa en 1999, qui était rédigé par un groupe de gens d'un certain poids, on va dire, des anciens ou même des généraux, des officiers généraux, soit en retraite, soit en activité, des ingénieurs généraux de l'armement, qui ont dit cela. Ils ont dit en gros trois choses dans ce rapport du Cometa. Il y a des ovnis, c'est probablement extraterrestre, et il y a un gros problème de secret américain, et notamment à propos de l'affaire de Roswell. Enfin, c'était à la fin du rapport. Et j'observe aussi, avec un certain intérêt d'ailleurs, que on vient de remettre en route donc un service d'études des ovnis qui était un petit peu en sommeil depuis des années au Centre national d'études spatiales. C'est pas très loin de chez vous. Hein. Oui, à Toulouse, c'est vrai, voilà. c'est vrai, tout à fait. Ouais. Et qu'il y a un nouveau président, M. Yves Sillard, qui est l'ancien directeur du CNES, d'ailleurs, qui avait créé le premier service d'études. Qui s'appelait le GEPAN à l'époque. C'est ça, ouais, c'est ça. Bon, il a fait une carrière extrêmement prestigieuse, Monsieur Sillard. Hein. Il a été directeur délégué général à l'armement, etc. Il est maintenant en retraite, mais il a fait une déclaration publique, donc qui montre qu'il s'intéresse beaucoup au sujet et qu'il a l'intention de faire avancer un petit peu les choses. J'ai ici sous les yeux son entretien qu'il a fait avec Radio France Internationale le 29 septembre dernier, et il dit ça, hein, il parle d'une politique délibérée, savamment orchestrée de désinformation de la part des Américains. Ouais. Alors, nous sommes déjà là à pied d'œuvre, si j'ose dire. Complètement. Pierre Lagrange, Gilles Dasbourdet, vous restez avec nous. Vous, les auditeurs qui nous écoutez, si les ovnis vous passionnent, si vous avez envie de poser des questions, nous avons la chance ce soir d'avoir deux éminents spécialistes de ce dossier. Appelez-nous au 0826 300 300 qu'on puisse discuter ensemble. Les ovnis, est-ce que c'est une réalité selon vous? Est-ce que, après tout, nous ne sommes pas les seuls dans l'univers qui est immense? Nous sommes les êtres vivants sur cette planète bleue. Il y a plein de planètes que l'on ne connaît pas. Est-ce qu'il y aurait des gens, j'allais dire, des entités en tout cas vivantes, des intelligences qui nous observent de loin? 0826 300 300, vous restez avec nous, une pause et ensuite on va parler un petit peu de cette armée américaine. Est-ce qu'elle a récupéré une épave? Est-ce qu'elle a récupéré des corps d'extraterrestres? Ça reste la question au centre des débats. Natacha Saint-Pierre, un ange frappe à ma porte dans Les Aventuriers de l'étrange jusqu'à minuit. Nous parlons des ovnis et des extraterrestres avec deux éminents spécialistes français à travers un dossier, celui de Roswell en juillet 1947, quelque part dans le Nouveau-Mexique. Est-ce que l'armée américaine a récupéré les débris d'une soucoupe volante? Est-ce qu'elle a récupéré cette intelligence exotique? Est-ce qu'elle a récupéré peut-être des corps d'extraterrestres? C'est ce que nous allons essayer non pas de découvrir, parce que ce serait trop beau si on pouvait avoir la réponse ce soir, mais au moins d'avoir quelques éléments. Gilles Dasbourdet et Pierre Lagrange sont en notre compagnie. Gilles Dasbourdet, c'est à vous de commencer. Oui. J'aurais aimé vous poser la question sur l'armée américaine, si elle a récupéré une épave et des corps d'extraterrestres, mais j'aimerais revenir quand même sur cette capacité qu'a visiblement l'armée américaine à désinformer et à garder un secret. On se dit après tout, j'imagine ceux et celles qui nous écoutent, qui se disent attendez, si ils ont trouvé vraiment une soucoupe volante, ils ont tout verrouillé, ils n'ont aucun intérêt à divulguer ce qu'ils ont trouvé finalement. Oui, absolument. Et c'est ce qui se passe, mais justement, le verrouillage n'est pas total. Si le verrouillage avait été total, nous ne serions pas ce soir en train d'en parler. Et il n'y aurait pas des dizaines et des dizaines de témoignages. Donc, ils ont beau faire, il y a quand même pas mal de choses qui ont filtré. Mais longtemps après. Que vous l'avez rappelé au début, il y a eu un premier communiqué de presse qui, on s'interroge encore si c'était une grosse gaffe ou si c'était délibéré. C'est une discussion assez technique et complexe. Mais ensuite, il y a 30 ans de silence, quasiment. Il y a juste un livre bizarroïde qui est paru au début des années 50, qui a été discrédité dans les 2 ans qui ont suivi, qui racontait plusieurs crashs d'ovnis.
peut soupçonner qu'il y avait là de la désinformation, mais on ne sait pas très bien. Ouais. Mais alors, dites-moi, oui. Vous avez soulevé là justement un point important. Quand même, le commandant de la base de Roswell, c'est un commandant de la base de l'US Army, donc c'est pas le premier crétin venu. Je veux dire. Le colonel Blanchard, c'était pas le premier crétin venu. D'abord, la base des bombardiers de Roswell, c'était l'unique base au monde des bombardiers atomiques. Oui, les bombardiers porteurs, les B-29 porteurs de bombes atomiques, c'est ceux qui avaient été sélectionnés sur le volet à la fin de la guerre pour bombarder le Japon. Nagasaki, l'année précédente, ouais. ils avaient fait l'expérience de Bikini. C'est le commandant Jesse Marcel qui avait été responsable des sécurités et qui avait eu les éloges de toute la hiérarchie. C'était pas des idiots. Mais alors pourquoi ce communiqué? On a récupéré l'épave d'une soucoupe volante. Eh bien, parce qu'il s'est passé ici un scénario qu'on ne maîtrise pas complètement. Ouais. Moi, j'ai mon idée là-dessus, c'est que ils avaient effectivement récupéré une épave et des cadavres un petit peu avant. Enfin, c'est une hypothèse. Ouais. Et qu'ils avaient réussi à faire ça secrètement. Et puis, ils ont été pris par surprise par la découverte du champ, par l'arrivée du fermier Brazel, couvert de poussière là, le dimanche à Roswell, avec toute une petite cargaison de débris extraordinaires qui a raconté qu'il y avait un champ de débris énorme. Ils sont aussitôt allés voir le responsable de sécurité de la base, le commandant Marcel, flanqué du capitaine Cavit, qui était responsable du contre-espionnage. Ils sont allés le soir même guidés par Brazel et ils ont exploré le lendemain toute la journée le terrain. Et ils sont revenus le soir et là ça a dû chauffer sur les lignes de téléphone toute la journée. Parce qu'ils étaient inquiets. Ils étaient inquiets en revenant parce que ils ne contrôlaient pas du tout cette découverte, cet énorme champ de débris d'un kilomètre de long ou au moins. En pleine Cambrousse, à 120 km au nord de Roswell. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont découvert un truc de pas clair, quoi. Ah ben oui. Non, et ce qui s'est passé, peut-être, à mon avis, c'est qu'ils ont un peu paniqué le mardi matin, qu'ils ont fait un communiqué de presse, disons, d'attente, pour se prémunir, au cas où ils n'arriveraient pas à contrôler à temps ce champ de débris, parce qu'il y avait quand même, il n'y avait pas beaucoup de monde, hein, les fermiers sont les fermes sont clairsemées, mais il y avait quand même des gens qui se promenaient. Il y avait les enfants, par exemple, on le sait, qui s'étaient baladés à cheval. On est allé récupérer les débris qu'ils avaient trouvés, d'ailleurs, les jours suivants. Bref. On en parlera des débris, hein, parce qu'il y a des témoignages intéressants à ce niveau-là. Pour répondre à votre question, il y a plusieurs scénarios possibles qu'on ne maîtrise pas complètement, mais peut-être qu'ils ont fait ça en attente d'arriver à contrôler le terrain, ce qui s'est produit en fin de matinée. Donc le démenti a commencé à se mettre en place au début de l'après-midi, en fait. Oui. Et donc, voilà, ça peut expliquer les choses. Pierre Lagrange... Mais attendez, je voudrais quand même... Oui. Je suppose qu'on va quand même traiter la question que vous vouliez aborder, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des témoignages sur les... Ah oui, on va en parler, ne vous inquiétez pas. Ouh là là, on a encore 1h30 quasiment pour aborder le sujet. Oui, tout à fait. Pierre Lagrange, j'aimerais vous poser cette même question que j'ai posée à Gildas Bourdet. Quand même, je m'étonne qu'un commandant de base de l'armée américaine, de l'air, qui commande une base d'où sont partis ces fameux bombardiers atomiques, puisse faire un communiqué à la presse en disant on a récupéré une épave de soucoupe volante. C'est troublant ça quand même, qu'en pensez-vous? Oui, mais au début, quand vous avez présenté l'affaire, vous avez même employé l'expression extraterrestre. C'est vrai. Ça ne figure pas dans la dépêche justement de Blanchard. Et ça, c'est intéressant. Mais il dit soucoupe volante, non? Oui, il dit soucoupe volante, flying disc. Ce qui est quand même bon. Oui, mais soucoupe volante, le problème c'est que l'affaire à l'époque des soucoupes volantes, elle a 15 jours. Et ça, il est important de se replacer dans le contexte. C'est-à-dire que nous, on parle de soucoupe volante, on parle d'OVNI après 60 ans de débat. Et on a une idée qui est assez précise, je dirais, de ce dont on parle. On a élaboré toute une controverse, tout un tas de discussions. On a tout un savoir, vous voulez dire, depuis ça. Oui. À l'époque, soucoupe volante, c'est une expression qui sert à désigner tous les trucs un peu bizarres dans le ciel qu'on signale depuis l'observation de Kenneth Arnold. Parce que le début de l'histoire des soucoupes volantes, c'est une observation qui a été faite au-dessus du Mont Rainier dans l'État de Washington par un pilote privé qui s'appelait Kenneth Arnold. Oui. Et ça, c'était combien d'années avant ça? C'est quelques jours avant. Ah, d'accord. C'est quelques jours avant. C'est pour ça, l'affaire est très récente. Et l'expression soucoupe volante, d'abord, il y a tout un tas d'observations qui se sont accumulées, donc de tas de choses qui ont des tas de formes
couleurs, mouvements et tout, qui sont pas tous des soucoupes, mais on appelle ça des flying saucers, des flying discs. Ouais. C'est ces expressions génériques. Et par ailleurs, c'est pas la première histoire de chute de débris. Il y a tout un tas d'histoires à la même époque de débris qui ont été récupérés un peu partout, aux États-Unis, de choses qu'on a appelées aussi des soucoupes volantes. Ouais. Alors, le problème donc, c'est de ne pas oublier que quand nous on parle de cette affaire, on n'en parle pas avec dans le même contexte que des personnes qui en parlaient 15 jours après le premier témoignage. Et moi, je ne trouve pas ça très étonnant qu'ils aient pu employer cette expression de soucoupe volante, parce que ça ne veut pas forcément dire tout ce que ça veut dire pour nous. Alors, l'autre chose, c'est que j'ai beaucoup de respect pour les experts, dans la mesure où moi-même, je peux intervenir comme expert sur certains sujets. Mais on sait malheureusement, il y a toute une époque où on faisait une confiance, je dirais, quasiment aveugle aux experts. Ouais. À notre époque, après le sang contaminé et tout un tas d'autres affaires, on sait que malheureusement, on doit aussi se méfier des experts. Donc, que effectivement des militaires haut gradés, experts, aient pu faire une déclaration, d'une part, vous voyez, le sens n'est pas forcément le même que celui qu'on y mettrait nous. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'il faut le prendre comme parole d'évangile. Non, d'accord, mais un commandant d'une base aussi importante que celle de Roswell, a priori, il sait de quoi il parle. Enfin, en aviation, il s'y connaît un bout. Oui, il parle d'une soucoupe volante. Oui, voilà. Et ça veut dire qu'il ne sait pas de quoi il parle, finalement. Ouais. C'est ça le vrai problème. Ah oui, tout à fait. Voilà. Oui. Donc, il a désigné la chose parce qu'il y a une expression qui traîne, mais lui-même ne sait pas de quoi il parle. Qu'est-ce qu'il a face à lui? Des caisses avec tout un tas de trucs qu'il ne sait pas identifier. Ouais. Et malheureusement, le débat ne va pas plus loin à ce moment-là. Donc, la vraie question, c'est quel est finalement le scénario le plus crédible pour expliquer ça, et qu'est-ce qu'on peut déduire de ce genre de choses. Le vrai problème, c'est que les experts valent ce que valent les expertises qu'ils font. Oui, d'accord, ok. Et cette affaire est vraiment une affaire très floue à cette époque-là. Et l'autre problème, il y a un autre problème qui est important. On parlait tout à l'heure du secret, la capacité à maintenir un secret. C'est vrai que par rapport à l'époque, la bombe atomique, par exemple, le projet Manhattan, qui était un projet vraiment très secret. Au moment le jour où Truman discute avec Staline et où il lui laisse entendre qu'il a une arme extraordinaire à sa disposition et tout, Truman croit qu'il est en train de bluffer Staline, alors que Staline est déjà au courant de la bombe atomique, parce que ses espions ont bien travaillé. S'il y avait une histoire de ce genre très secrète aux États-Unis sur la récupération, mettons, d'une épave extraterrestre, d'accord, on peut être sûr que les Américains seraient au courant assez rapidement, que les Russes seraient au courant assez rapidement. C'est-à-dire que le vrai problème, c'est que ce genre de secret, précisément, on n'arrive pas à les maintenir bien longtemps, parce que plus l'affaire est importante, plus vous êtes obligé d'impliquer de gens. Oui, vous dites que c'est tellement énorme que ça aurait percé un jour ou l'autre. Alors, il y a deux choses à considérer. C'est tellement énorme que de toute façon ça aurait percé, c'est un problème mathématique. C'est-à-dire que si c'est une affaire vraiment importante qui implique un contact avec une intelligence extraterrestre, donc un phénomène matériel, une machine ou un truc de genre, vous êtes obligé de faire appel à de plus en plus d'experts et de techniciens pour pouvoir décrypter le truc. Donc de toute façon, vous êtes obligé d'étendre le secret. Vous cloisonnez au fur et à mesure, parce qu'il faut cloisonner, l'armée sait bien faire ça, mais de toute façon, vous avez des tas de choses qui vont circuler. Donc, les Russes auraient été au courant très rapidement, ils avaient des oreilles partout, et donc les choses auraient circulé. La vraie question qui se pose au-delà de ça, c'est qu'on n'a pas affaire à un secret classique. Si on est confronté à quelque chose qui relève en gros d'une forme d'intelligence extraterrestre, on est face à quelque chose que nos cadres culturels et scientifiques ne nous préparent pas forcément à assimiler. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément un complot conscient, mais se pose la question la véritable question, c'est est-ce que nous sommes capables d'appréhender quelque chose de ce genre? Et c'est là où, à mon avis, la vraie faiblesse du dossier, c'est de se limiter à l'idée que une machine volante pilotée par des extraterrestres se serait écrasée à Roswell. Ça, c'est à mon avis le point très faible. Parce que ça fait référence à des scénarios populaires de science-fiction qu'on connaît à cette époque-là. Mais ce n'est pas quelque chose de crédible si on veut faire référence à un contact avec une forme d'intelligence extraterrestre. Parce que ça colle trop à notre imaginaire technologique du moment et pas à un scénario crédible
de ce que peut représenter le voyage dans la galaxie, par exemple, parce que là, on n'est pas dans le cadre d'un contact entre planètes. Mais oui, tout à fait. Ouais. D'accord, Pierre Lagrange. Gilles Dasbourdet, quel est votre argument? Attendez, obligé de vous dire que je suis tout à fait en complet désaccord avec évidemment. Pierre Lagrange. Évidemment. Dites-moi, je reprenne rapidement quand même. Juste, Gilles Dasbourdet, une réponse assez concise. L'argument. Attendez. Oui, attendez. Pierre Lagrange a un argument qui est intéressant de dire un secret aussi énorme, une affaire aussi énorme, tous les services secrets du monde entier auraient évidemment, s'y seraient intéressés. Oui, mais alors je vous réponds oui, mais les Russes étaient probablement au courant, en effet. Oui. D'ailleurs, il y a eu des fuites là-dessus. Il y a un général russe qui a parlé, je me rappelle plus exactement. Mais c'est pas parce que les Russes sont au courant d'un secret qu'ils vont le dévoiler publiquement. C'est vrai ça aussi. Marche pas du tout comme ça. C'est vrai D'ailleurs, aussi. justement, en l'occurrence, Staline était au courant de la bombe atomique, mais il s'est bien gardé d'en parler à Truman, justement, en l'occurrence. Mais non, je voudrais revenir sur quelques points là. Pierre Lagrange a dit au début qu'on ne savait pas du tout ce que c'était qu'une soucoupe volante. Bon, là, je ne suis pas d'accord. Parce que les bases étaient en alerte le 4 juillet. On avait mis des avions de chasse en alerte parce qu'il y avait plein d'observations d'OVNI dans tout l'ouest des États-Unis en particulier. Moi, j'ai la collection des articles du New York Times de toute la semaine. Ça démarre au début le 4 juillet, c'est à la page 26. Ensuite, ça passe en première page le 6 juillet, le 7 juillet, le 8 juillet. Les titres deviennent de plus en plus importants. Et puis alors, il y a le point culminant de la vague, en fait, de cette grande vague, la première vague des soucoupes volantes, c'est le démenti de Roswell, le 9 juillet. Et écoutez bien ceci, c'est que juste après le démenti de Roswell, l'affaire des ovnis retombe en page 23 le lendemain dans le New York Times avec un titre ironique citant l'ambassadeur Gromyko, justement, l'ambassadeur soviétique, qui dit ce sont peut-être ces soucoupes volantes, ce sont peut-être des lanceurs de disques russes, n'est-ce pas? Voilà comment la chose tout d'un coup se présente. C'est le démenti et le ridicule, et ça dure comme ça depuis 60 ans, pratiquement, dans la grande presse aux États-Unis. Je vais vous citer juste un exemple de maintien du secret, si vous permettez. On sait maintenant, parce que les documents sont apparus petit à petit, il y a eu la loi FOIA, Freedom of Information Act, on a retrouvé plein de choses, il y a des enquêtes encore en cours, par exemple, sur cette affaire du survol d'une base de missiles nucléaires, Minot Air Force Base, en octobre 1968. Il y en a eu beaucoup comme ça, dans les années 60, 70, 80. Jean-Jacques Velasco a décrit ce cas-là dans son livre OVNI et l'évidence, soit dit en passant. Et c'est une observation extrêmement spectaculaire. Il y avait dans le dossier militaire de la commission Livre Bleu 16 témoignages, et pourtant cette commission n'avait pas accès au dossier vraiment très important. Bon, enfin... Et ils avaient quand même un dossier, mais il était minoré. On a retrouvé les témoins, des enquêteurs s'y sont mis, et ils ont reconstitué l'histoire, ils en ont retrouvé d'autres. Et c'est une histoire exceptionnelle. Moi, je connais des gens extrêmement sérieux qui m'en ont parlé, comme le docteur Richard Haynes, qui a créé le NARCAP aux États-Unis, qui m'a même dessiné le plan de l'OVNI, qu'on avait vu. Et l'année dernière, il y a eu une grande émission de la chaîne ABC, l'une des 3 grandes chaînes. Il y avait une interview du pilote du B-52 à qui on a demandé de survoler l'OVNI. Bragnon, il s'appelait. Eh bien, octobre 68, voilà ce qui s'est passé. 3 mois après, c'est la publication du rapport Condon qui dit mais non, il n'y a rien du tout, rassurez-vous, braves gens, il n'y a rien du tout, il n'y a rien qui menace notre sécurité. Eh bien, ça a marché, le rapport Condon. Moi-même, j'y ai cru à l'époque. Je travaillais aux États-Unis, à New York, et j'ai cru à ce que disait le rapport Condon. Ça a duré très longtemps. Et on ne sait cette histoire de Minot, on commence à bien avoir l'histoire, que depuis peu de temps. Donc vous voyez que le secret, ça peut se maintenir très longtemps. Gilles Dasbourdet, Pierre Lagrange, vous restez avec nous. Les auditeurs vont nous appeler, et nous appellent déjà au 0826 300 300, juste après une pause, juste après un disque. On retrouvera Sandy qui va nous apporter son témoignage. À tout de suite.
Nolwenn Leroy dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, c'était Histoire naturelle. Nous parlons d'ovnis et d'extraterrestres à travers une très belle affaire, Roswell en juillet 47 au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Est-ce que l'armée américaine a mis la main tout à fait par hasard sur un ovni qui se serait crashé avec à son bord évidemment des extraterrestres? Deux spécialistes nous accompagnent jusqu'à minuit pour essayer de faire le point sur cette affaire et puis d'une manière plus générale sur l'affaire des ovnis et des extraterrestres. Il s'agit de Pierre Lagrange, qui est l'auteur d'un livre qui s'intitule La rumeur de Roswell aux éditions La Découverte, et de Gildas Bourdet, qui est auteur notamment de Roswell, enquête, secret et désinformation aux éditions JMJ. Sandy nous rejoint. Bonsoir Sandy. Oui, bonsoir. Alors Sandy, tu nous appelles parce que tu as été témoin d'un phénomène tout à fait particulier il y a combien de temps? Voilà, donc il y a 12 ans environ de cela. Oui. J'ai vu un rectangle vert fluorescent au contour bien distinct vers minuit moins 5 par là, en plein été. C'était où et que faisais-tu? Tu étais en voiture, à pied? Ça s'est passé? À cette époque, j'étais en travail de nuit, je faisais mon footing à un bois qui s'appelle La Ramée, à Toulouse. Ouais. Bon, je courais et puis furtivement, j'ai levé les yeux là comme ça et je vois ce rectangle d'une manière très furtive, comme une étoile filante, passer au-dessus dans le ciel. Et c'était ça m'avait l'air très gigantesque, vu la hauteur que c'était. Ouais. Ça m'avait l'air plutôt volumineux et j'ai vu ce rectangle passer furtivement, sans aucun signe de désintégration, comme certains spécialistes me disaient que ça aurait pu être une plaque de débris de satellite, mais moi j'y crois pas trop. Ouais. Mais et c'était bien rectangulaire? Ah ça, je suis catégorique, un rectangle vert fluorescent bien voyant, et passé furtivement, comme ça dans le ciel, en même pas une seconde, et après je l'ai plus vu. Voilà. D'accord, ça a disparu comme ça très rapidement? Ah, tout à fait. Ouais. Voilà. Très bien. Merci Sandy pour ce témoignage. Si vous qui nous écoutez avez d'autres témoignages comme ça, comme celui de Sandy, n'hésitez pas à nous appeler. Nous avons la chance d'avoir avec nous deux spécialistes français éminents du dossier OVNI, Gildas Bourdet et Pierre Lagrange. Pierre Lagrange, revenons sur les témoignages qui sont nombreux sur le cas de Roswell, parce que bon, les Américains s'y sont intéressés de très près, même 30 ans après. Est-ce qu'il y a des témoignages quand même qui vous semblent primordiaux, qui vont dans un sens ou dans l'autre, hein, d'ailleurs? Ouais. Non, enfin, le problème des témoignages, c'est que d'abord, il faut les resituer dans leur époque et arriver à dire quelque chose sur les témoignages. Et de ce point de vue-là, c'est un peu comme l'ensemble du dossier OVNI ou comme ce que vient de nous dire votre auditeur. Ouais. C'est-à-dire que le vrai problème, c'est qu'à partir d'un témoignage comme ça, on ne peut pas forcément faire grand-chose. On peut avoir une controverse, comme on l'a depuis maintenant 60 ans, bien sûr, mais pas forcément décoller de cette controverse-là. Le vrai problème, c'est comment on arrive, à partir de ce genre de données, à éventuellement créer un débat scientifique. Et la vraie difficulté, elle est là. L'histoire du rapport Condon, là, que j'ai cité Gildas Bourdet tout à l'heure, le problème du rapport Condon, c'est que le rapport Condon n'a pas dit les ovnis n'existent pas. En 2-3 mots, resituer le rapport Condon, oui, ce que c'est. Le rapport Condon, c'est une étude qui a été commandée par l'US Air Force, qui en avait marre d'étudier le sujet des ovnis, qui était un problème de relations publiques dont ils avaient assez. Et ils ont demandé à l'université du Colorado, après avoir fait le tour des universités américaines qui n'en voulaient pas, l'université du Colorado a accepté d'étudier le sujet OVNI, moyennant un joli contrat avec l'Air Force, et de faire la part, essayer de voir s'il y avait un problème scientifique digne de ce nom. Alors une commission a été donc constituée, dirigée par Condon, qui était un scientifique, un physicien prestigieux qui avait travaillé dans le cadre du projet Manhattan, donc le projet de la bombe atomique. Oui, ça va bien, quoi. Voilà. Et puis qui était considéré comme un scientifique particulièrement indépendant parce qu'il avait été notamment une des victimes du macartisme, de la chasse aux sorcières aux États-Unis dans les anticommuniste, années 50. Voilà. Donc Condon s'est donc pris en charge ça avec des scientifiques. Très rapidement, en fait, ils se sont engueulés entre eux. Un certain nombre de scientifiques sont partis parce qu'ils ont considéré que les autres n'analysaient pas sérieusement le sujet. Mais la conclusion du rapport Condon est tout à fait intéressante. D'abord, il y a tout un tas de cas qu'ils considèrent comme non identifiés. Ils n'arrivent pas à déterminer de quoi il s'agit. Mais le vrai problème que Condon pose dans sa conclusion, c'est pas de dire les ovnis n'existent pas. C'est de dire on ne peut rien en faire sur le plan scientifique. Et c'est ça en fait le C'est-à-dire problème. qu'on est au point zéro, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas poser une problématique scientifique intéressante avec ça. Et le vrai problème des scientifiques depuis maintenant 60 ans, c'est ça.
c'est que les ovnis, on vit nous dans la mythologie, vous savez que les scientifiques, dès qu'il y a un truc bizarre, ça doit intéresser un scientifique parce que le scientifique recherche la vérité. Le scientifique recherche la vérité, mais comme nous tous, nous recherchons la vérité. Le problème, c'est que la science est un dispositif assez particulier dans lequel il ne suffit pas que quelque chose soit énigmatique pour que ça intéresse un scientifique. Il faut encore qu'il puisse construire un problème qui va intéresser d'autres scientifiques qui font autre chose. De la même façon que vous, quand vous montez une émission de radio, c'est pas en soi le sujet qui vous intéresse, mais la capacité à l'inscrire dans une grille de programme, à intéresser votre rédacteur en chef, à trouver un auditoire et tout ce qui s'ensuit. Vous voyez, il y a toute cette notion d'intérêt. En science, ça joue aussi. Oui, mais là, en ce qui concerne Roswell, il y a eu des témoignages troublants quand même de gens qui ont dit, qui ont apporté, sous la foi du serment, et aux États-Unis, Dieu sait si c'est important, qui ont apporté des éléments étonnants. Et quels éléments? À l'époque, les témoignages sur l'affaire de Roswell, ça se limite à quelques personnes qui ont recueilli des débris dans un champ. Donc c'est Mike Brazel et Jesse Marcel. À l'époque, l'affaire, elle dure quelques heures, puisque c'est expliqué rapidement comme étant des débris d'un ballon sonde. Et l'affaire ne va pas plus loin. Donc ce qu'il y a, c'est que après, il faut reprendre l'affaire en 1980. Alors là, on a une deuxième affaire qui démarre, où il y a cette histoire de Jesse Marcel et de Mike Brazel qui ressort, les débris, et où on va accrocher cette histoire à tout un tas d'autres récits qu'on va relier, notamment des histoires de gens qui auraient vu des cadavres, des choses de genre. Le problème, c'est qu'on n'a jamais pu relier très clairement les affaires l'une aux autres. Je vais vous citer un cas très précis. On a raconté il y a quelques années qu'un spécialiste éminent des météorites qui s'appelait Lincoln Lapaz avait participé à la recherche des débris de Roswell en 1947. Le problème, c'est qu'on a vérifié l'affaire. C'était pas en 47, c'était en 48. Effectivement, Lincoln Lapaz a participé à la recherche des débris, mais concernant un autre phénomène qui s'appelait les boules de feu verte, les green fireballs, qui est un phénomène qui a défrayé la chronique à l'époque. Donc, quand on fait appel à la mémoire des gens, on peut très bien se tromper de quelques années. Ça n'est pas étonnant, ça n'est pas bizarre. La mémoire, elle est fiable quand on tient un registre très précis du moment auquel on a vu quelque chose. Sinon, 10 ans après, est-ce que vous allez être capable de dire si un truc s'est passé en 76 ou 77 ? Tout dépend si ça m'a marqué ou pas. Si ça vous a marqué, je peux vous garantir que même si ça vous a marqué, si vous n'avez pas un repère précis dans le temps, vous pouvez très bien vous tromper. C'est vrai, c'est vrai. Merci donc, Pierre Lagrange. Attendez, juste, on va passer maintenant la parole à Gilles Dasbourdet sur ce sujet tout à fait précis. Vous inquiétez pas, je pense à vous, Gilles Dasbourdet. On n'a pas encore vraiment cité un seul témoin, quasiment. Alors, justement, la question est à vous maintenant. Les témoignages qui, dans cette affaire, vous semblent primordiaux. Oui, alors, attendez, il y a quand même... Je viens d'entendre encore plein de choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Très brièvement, excusez-moi. Allez-y. Mais quand le rapport n'a pas dit que les ovnis n'existaient pas, c'était bien quand même la conclusion du professeur Conant. Je suis désolé, c'est ce que tout le monde a compris, c'est ce que moi-même j'ai compris. Je lisais le New York Times tous les matins à l'époque et tout le monde a compris comme ça. D'accord. Premièrement. Deuxièmement, quand Pierre Lagrange dit qu'on n'a pas pu relier tous les différents aspects du dossier de Roswell, bien sûr que si, qu'ils sont reliés. Ils sont énormément reliés, justement. Alors, juste un mot sur la passe, je ne suis pas d'accord. Non, mais citez-nous un ou deux témoins qui sont intéressants pour vraiment nous. Oui, mais j'y arrive, mais je vous signale que je ne suis pas du tout d'accord, qu'il y a plein de gens qui ne sont pas du tout d'accord sur l'explication qui a été donnée par Robert Todd et autres sur la base, en réalité, il y a des témoignages sur lesquels il a bien étudié. Il était chargé d'étudier les impacts éventuels dans la région de Roswell en 1947. Donc il n'y a pas du tout d'accord sur ce que vient de dire Pierre Lagrange, là, sur la base. Alors, les principaux témoins. Eh bien, vous vouliez commencer par les cadavres, mais moi je pense qu'il faut d'abord parler des principaux témoins sur le champ de débris, le cover-up, etc. Il faut reprendre les choses dans l'ordre quand même. Tout à fait. L'ordre chronologique, oui. Ben oui. Donc, vous avez si vous voulez, dans l'ordre des témoins qu'on a retrouvés, le témoin le plus éminent, le plus évident, c'est le major Marcel et ultérieurement son propre fils. Ils ont, parce que le major Marcel, en revenant du champ de débris, s'était arrêté chez lui, avait montré les débris à 2h du matin, avait réveillé sa femme et son fils qui avait 11 ans et demi, et ils avaient étudié ça pendant 20 minutes. Moi, je le connais, le fils, je l'ai rencontré pendant une semaine lors d'une conférence au Brésil. C'est quelqu'un de très sérieux, le docteur Marcel. Il est actuellement en Irak. Il est le colonel
de réserve. Il est en Irak. Comme Kevin Randall aussi, d'ailleurs. Pour dire en passant que ce ne sont pas du tout des gens, des illuminés, qui sont conspirationnistes et autres. Ouais. Et donc lui, à 11 ans, a eu entre les mains ces débris. Mais bien sûr, ils ont eu entre les mains ces débris et Jesse Marcel Jr. a toujours affirmé qu'il avait eu des débris. Jesse Marcel, le père, et le fils ont toujours affirmé qu'ils avaient eu des débris extraordinaires. Bon, il y a au moins 6 catégories de débris. La plus intéressante peut-être, c'est l'une des plus intéressantes, c'est l'espèce de feuilles métallisées qui avaient la faculté de reprendre leur forme initiale après avoir été froissées. Elles étaient infroissables. Ouais. Ceci a été décrit par plusieurs témoins, notamment, alors voici d'autres témoins qui ont été retrouvés. Alors je vous signale que Kevin Randall, justement, a raconté tout cela dans plusieurs livres. Ils étaient allés à Roswell en se disant que c'était pas sérieux. C'était à la suite du livre de Bill Moore, qui était un type pas très sérieux, et ils avaient pensé qu'ils allaient régler ça en vitesse. C'était il y a 20 ans, et Kevin Randall, il continue à défendre l'affaire de Roswell aujourd'hui. Et ils ont rencontré plein de témoins très vite. Le fils du fermier Brazel, Bill Brazel, a raconté exactement fait les mêmes descriptions. Il avait eu en main ce genre de feuilles infroissables, également des voisins auxquels Brazel avait montré les débris. Ouais. Je ne vais pas citer tous les noms, il y en a trop. Mais ça ressemblait à quoi? Tout à fait précis. Ça ressemblait à quoi ces feuilles, justement? Avec des gens qui ont fait des déclarations par écrit, signées devant notaire et tout, des affidavits, comme ils disent. Oui. Ça ressemblait à quoi exactement? Leur témoignage disait quoi à propos de ces débris étonnants? Eh bien, par exemple, il décrivait, Bill Brazel a décrit donc d'une part ces feuilles. Bon, il y avait ces espèces de feuilles métalliques infroissables. Il y avait des morceaux, des pièces métalliques, elles au contraire très solides. Oui. Et également très bizarres qu'on ne pouvait pas. Bon, tout ça ça pouvait pas brûler avec le briquet, on n'arrivait pas à les casser. Il y avait des baguettes également, des espèces de baguettes qui étaient légères comme du balsa, mais qui étaient incassables, qu'on ne pouvait pas brûler, etc. Ça n'avait rien à voir avec du bois de balsa. Soit en passant, on a essayé d'expliquer ça par des ballons, des cibles radars, soit un seul ballon en 1947, soit un train de ballon en 1994. Deuxième explication de l'Air Force, il suffit d'aller acheter une baguette de balsa chez un marchand de fournitures artistiques et de la casser entre les doigts, et on voit bien que c'est un matériau extrêmement fragile, c'est le bois le plus fragile qui existe. Il est absolument impensable que les officiers de Roswell aient pris ça pour des débris extraordinaires. Ça ne tient pas debout, l'explication de l'Air Force. Il n'y a pas d'explication de l'Air Force aujourd'hui. Ces espèces de débris avaient déjà ce qu'on appelle aujourd'hui, et qu'on connaît, une mémoire de forme, en quelque sorte. Une mémoire de forme. Il y avait d'autres genres de débris. Il y avait, par exemple, des fils transparents qui ressemblent migrement à ce qu'on appelle aujourd'hui des câbles optiques. Hein. Ah oui, d'accord. Il y avait des choses comme ça. Et on est en 1947 à ce moment-là, il faut le rappeler. Hein. Voilà, exactement. Ouais. Très bien. Gilles Dasbourdet, Pierre Lagrange, une pause, et ensuite on se retrouve avec un autre témoignage d'un auditeur qui va venir nous rejoindre dans quelques minutes, Michel du Gers, qui va nous apporter son avis sur la question. Deux éminents spécialistes du dossier OVNI sont en notre compagnie jusqu'à minuit pour explorer ce domaine tout à fait fascinant. Gilles Dasbourdet et Pierre Lagrange, avec vous au 0826 300 300, venez nous rejoindre pour nous apporter votre témoignage si vous avez eu, j'allais dire la chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas d'apercevoir quelque chose de bizarre dans le ciel, comme c'est le cas pour Michel qui nous appelle du Gers. Bonsoir Michel. Oui, bonsoir. Moi je n'apporte pas le témoignage de quelque chose que j'ai vu. Oui. Mais j'étais un fan des soucoupes volantes, des extraterrestres. Oui. J'ai suivi énormément de conférences, j'ai fait partie de groupes ufologiques. Vous dites j'étais? Non, j'étais, voilà, parce que oui. Ma conviction a été faite un jour, alors que j'assistais à une conférence de M. Bourret, je ne sais pas si vous connaissez. Ah oui, Jean-Claude Bourret, oui. Jean-Claude Bourret, voilà. C'est loin ça, oui, effectivement. Et qui a fait un moment beaucoup de conférences sur le sujet. C'est vrai. Et alors je lui ai posé une question auquel il m'a répondu, d'ailleurs d'une manière très pertinente. Je lui demandais, mais pourquoi tous ces gens... Alors, ce qui m'a intéressé, c'était quoi la question? C'est de quitter les ovnis et d'arriver sur les contactés. Parce que ça, c'est très intéressant. Parce que les ovnis, ça peut être n'importe quoi. C'est-à-dire, ça peut être des ballons, ça peut être des débris, ça peut être des boules de feu, ça peut être n'importe quoi. Oui. Seulement, les contactés, c'est tout à fait autre chose. Et dans l'affaire Roswell, il y a eu des contactés. C'est-à-dire des gens qui ont été en contact avec un extraterrestre, pour résumer. Alors là, c'est passionnant. Alors, il y a une première question qui se posait, c'est de savoir pourquoi ces
ces fameux extraterrestres qui contactaient les humains, ne contactaient que des paysans au fond d'un champ, comme à Valençol et des choses comme ça. Ouais. Monsieur Bourret m'a très bien répondu, j'ai accepté sa réponse, en disant, mais vous savez, comme ils en savent beaucoup plus que nous, ils pourraient, en nous donnant leur connaissance, déranger notre ordre social. Bon, j'ai trouvé cette réponse assez intéressante. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais il y en a une autre que je n'ai pas résolue, auquel M. Bourret n'a pas répondu, ni personne. Ouais. C'est que tous les contactés, sans exception, et j'en ai lu des tonnes et des tonnes de récits de contactés, ont vu des extraterrestres sous la forme humanoïde. Et ça, c'est impossible. C'est impossible, pourquoi? Moi, je me suis adressé à des savants là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il est impossible que la forme humanoïde soit la forme universelle du cosmos. C'est pas possible. Et les savants m'ont répondu en me disant, c'est vrai, nous sommes, nous, humains, faits pour vivre sur une planète qui a de telles caractéristiques que la Terre. Nous avons des mains pour faire une chose, des pieds pour marcher dans un endroit où il y a une pesanteur. On est en accord avec notre environnement, quoi. Donc il est impossible, absolument impossible, m'ont-ils dit, il y a une chance sur 1 million que sur une planète, je ne sais plus à combien d'années-lumière, que cette planète ait la même caractéristique que la Terre et que la forme humanoïde soit donc la forme universelle de l'univers, du cosmos. Oui. Ça, scientifiquement, c'est pas possible. Donc à partir de ce moment-là, tout ce que j'avais pu construire là autour s'est écroulé. Et je me suis dit qu'en fait, l'humain a besoin, sa grande espérance, parce que notre planète devient de plus en plus petite, sa grande espérance, c'est qu'il existe quelque chose d'autre. Et que nous tendions un jour la main à une hypothétique civilisation qui n'existe certainement pas, puisqu'elle serait à des années et des années-lumière. Et que pour que ces gens-là viennent jusqu'à nous, il y aurait un problème, c'est le problème du vaisseau. C'est-à-dire la consistance du vaisseau. Et qu'un vaisseau qui irait à la vitesse de la lumière ne pourrait pas résister et exploserait, ce n'est pas possible. Donc, les ufologues ont inventé une chose, c'est de dire, mais il y a la dématérialisation et la rematérialisation. Ce qui veut dire que les gens seraient tellement développés qu'ils pourraient agir sur les cellules et les dématérialiser et les rematérialiser là où ils voudraient qu'elles soient. Là, on est en pleine science-fiction, là. Hein. C'est ça. Mais c'est très lié. Tous les extraterrestres sont liés à la forme humanoïde. C'est-à-dire que dans la mesure où on accepte que la forme humanoïde soit la forme universelle de l'univers, ça peut exister, mais ce n'est pas possible scientifiquement. Ouais. Il n'est pas possible qu'une autre planète, comme on dit, la fonction crée l'organe. Oui, je comprends bien, oui, tout à fait. Il n'est pas possible. Et personne n'a pu répondre à cette question. Donc, et tous les contactés, mais tous, ils ont vu des gens de 2,50 m ou des nains de 0,80 m. Il y a même des gens qui en ont fait des portraits robots, moi j'en ai vu, bien sûr. Mais c'était tous des humanoïdes avec une tête, des jambes, des bras, exactement faits comme nous. Donc, c'est matériellement et scientifiquement impossible. À partir de ce moment-là, toute ma croyance dans les extraterrestres s'est complètement écroulée. Argument recevable, votre honneur. Voilà. Argument tout à fait recevable. Voilà. Merci, non, Michel. Je suis désolé. Hein. Ah ben non, ça fait avancer le débat. Non, attendez, non, soyez pas désolé. Je suis désolé parce que j'aurais bien voulu croire à la Belle au bois dormant. Moi, ça me plaisait beaucoup. Seulement, personne n'a pu me contredire là-dessus. Et puis voilà quoi. Alors moi, j'en suis resté là, mais en espérant qu'un jour, dans le Gers, dans ma cour, il y a une soucoupe qui descend, qui est un type, vient de me dire bonjour. C'est ça, c'est ma grande espérance, je regarde souvent le ciel. Vous me prévenez, Michel, hein, si ça arrive. Ah non, mais je sais que si je la vois sous la forme humanoïde, ça sera un fantasme que je développerai. Et des fantasmes, ça existe, et on peut même en faire... comme si on les voyait, on peut les construire. Oui, tout à fait. Voilà, excusez-moi. Hein, mais non, merci Michel. Hein. Merci Michel, au contraire, c'était très intéressant. Voilà. Je vais me retourner avec ce que vous venez de dire vers nos deux spécialistes, Pierre Lagrange et Gilles Dasbourdet. Gilles Dasbourdet, c'est vrai qu'il y a vraisemblablement, alors là on revient... il faudrait quand même répondre à tout à notre ami Michel. Justement, c'est ce que j'allais vous demander. En ce qui concerne... Je comprends très bien son point de vue. Oui. Mais je vais lui dire une chose, c'est que si justement l'explication d'une certaine universalité de la forme humanoïde a été faite depuis longtemps, elle a été faite par des savants importants. Par exemple, je pense à Fred Hoyle, il y a déjà dans les années 50-60, qui avait expliqué la rationalité de la forme humanoïde.
Avec la tête, avec les membres inférieurs, supérieurs. Oui, la tête, c'est très bien en haut du corps parce que ça permet, avec un coup, de tourner, de regarder plus loin, etc. Ouais. Enfin, il y a toute une logique de la forme humanoïde, en fait. Et ça a été très bien expliqué aussi par Avery Schatzman, qui n'aimait pas les ovnis, mais qui, par contre, était très, très favorable à l'existence de formes de vie extraterrestres. Oui. Et qui a fait toute une démonstration dans un livre qui est très très intéressant, qui s'appelle Les Enfants du Radier aux éditions du Seuil. Tout ça c'est bien oublié maintenant, parce que bon, mais c'est quand même un des livres intéressants à lire. D'accord, donc ça ne vous paraît pas étonnant finalement que... Il y a une logique de la forme humanoïde en fait. Ouais. Alors il y a aussi il y a sûrement probablement ailleurs des méduses et des pieuvres qui sont intelligentes peut-être. Mais c'est pas facile de construire des astronefs. Hein. Maintenant, pour ce qui est de la vitesse de la lumière à des distances considérables, je vous signale qu'aussi il faut savoir que la physique est en plein bouleversement actuellement et qu'il y a des portes qui s'entrouvent. Hein. Avec la physique quantique notamment. Oui, il faut dire, il y a des livres très intéressants, par exemple de Brian Greene, de Michio Kaku sur hyperespace, et des choses comme ça. Oui. Brian Greene, l'univers élégant, sur les théories des supercordes, les histoires de trous de verre, peut-être plus concrètement, il y a des perspectives qui s'ouvrent qui pourraient expliquer qui pourraient ouvrir la possibilité de voyage à vitesse extrêmement rapide. La physique quantique, en tout cas, a ouvert des pistes de rapport entre l'espace et le temps qui sont fascinantes, c'est vrai. Voilà. On pourrait peut-être modifier l'espace-temps autour d'un astronef. C'est dans la science-fiction, d'ailleurs, en fait. Les auteurs de science-fiction, ils sont pas tous complètement idiots, ils ont très bien anticipé ça. Ah bah oui, ils explorent les avancées scientifiques pour s'en servir. La Terre, la garde des étoiles, et voilà, ça se passe comme ça. Je me retourne vers Pierre Lagrange pour revenir sur le témoignage de Michel qui nous appelait du Gers. Pierre Lagrange, que pensez-vous de sa réflexion sur finalement la forme humanoïde n'est peut-être pas la forme universelle de forme vivante dans notre univers? C'est un débat qui est sans fin. Oui, c'est un débat sans fin parce que les scientifiques discutent là-dessus depuis des décennies et on ne peut pas se mettre d'accord parce qu'on n'a qu'un seul point de comparaison, c'est le nôtre. C'est vrai. Donc on entre dans des discussions qui paraissent très logiques, mais le véritable problème, c'est que on ne peut pas extrapoler à partir d'un seul exemple. Donc les deux arguments sont également recevables. Le problème, à mon avis, il est ailleurs et du coup, ça pose quand même le souci effectivement de l'ensemble des scénarios qu'on a dans l'histoire des ovnis. C'est que si on est confronté à une forme d'intelligence extraterrestre, ça c'est un problème qui a été posé dès les années 50 par Enrico Fermi, c'est-à-dire que l'espace est très vaste et donc la vie doit exister ailleurs statistiquement. Si on trouve les mêmes types de conditions, des planètes telluriques autour d'autres étoiles du même type que le Soleil et tout, ça, il y en a un grand nombre. Actuellement, on découvre des exoplanètes de plus en plus, on découvre des exoplanètes telluriques. Donc, la question de la vie, je pense que d'ici quelques temps, on devrait commencer à avoir des éléments très probants sur l'existence d'atmosphères autour d'autres planètes telluriques et de choses semblables à ce qu'on trouve sur Terre. Mais la vie peut être complètement différente, avoir une forme totalement différente après tout, pourquoi pas? Le problème c'est pas simplement ça, c'est que si statistiquement donc on peut pas se représenter le nombre de civilisations que ça peut représenter, c'est-à-dire de formes de vie qui auraient abouti à des formes d'intelligence. Donc ça veut dire que dès qu'on pose cette question, c'est pas simplement la question de savoir si on est seul dans l'univers, mais si nous sommes les premiers. Nous ne sommes pas les premiers. La vie sur Terre, c'est un phénomène très récent par rapport à l'histoire de l'univers. Donc, il y a sans doute des formes de vie et de civilisation qui se sont développées bien longtemps avant que la vie n'apparaisse sur Terre. C'est-à-dire que nous, notre rapport à l'histoire est sans commune mesure avec notre rapport à l'histoire de l'univers. Notre rapport à l'histoire, par exemple, depuis l'invention des sciences expérimentales, c'est 400 ans. Depuis l'invention de l'écriture, c'est 6000 ans, Babylone. Oui. Depuis l'apparition de l'espèce humaine, c'est quelques millions d'années. Par rapport à l'échelle des temps cosmiques qui se compte en milliards d'années, ça n'a rien à voir. On ne peut pas se représenter ce que ça veut dire. C'est-à-dire que s'il y a d'autres civilisations qui sont, mettons, plus anciennes que la nôtre de quelques millions d'années, d'accord ? Ce qui n'est rien par rapport à l'échelle des temps cosmiques. Ça veut dire que nous serions confrontés à des formes d'intelligence qui auraient des développements de plusieurs millions d'années d'ancienneté par rapport à nous. Je vous rappelle 400 ans par rapport à l'histoire des sciences, d'accord ? Ce qui fait que on serait confronté à des choses qui nous seraient tout simplement totalement incompréhensibles. Nous, notre civilisation, dans 1 million d'années, on ne peut pas se représenter à quoi ça ressemblera.
Donc le vrai problème, il est dans ce qui est décrit, c'est-à-dire que les scientifiques manquent d'imagination quand ils cherchent des formes de civilisation avec des radiotélescopes, parce qu'ils cherchent aussi nos semblables, ils cherchent des extraterrestres ailleurs qui utilisent des radiotélescopes, ça veut dire qu'ils cherchent quelque chose qui est au même niveau. Ça, c'est une coïncidence qui a peu de chances de se produire. Ouais. Ils sont soit très en avance, soit très en retard, mais sans doute pas au même niveau, c'est un problème de statistique aussi. Donc, là, il manque d'imagination parce qu'ils ne prennent pas en compte les conséquences du paradoxe de Fermi, c'est que s'il y a des civilisations aussi anciennes qui ont autant de développement et qu'il y en a autant dans l'univers, ils devraient déjà être ici. Mais l'autre problème, alors symétrique à celui des scientifiques, des ufologues, c'est qu'il y a aussi le problème du même manque d'imagination, c'est-à-dire qu'on nous décrit des vaisseaux spatiaux avec des pilotes humanoïdes, effectivement, et qui ont un comportement qui est très proche finalement de tout ce qui correspond un peu à notre psychologie, à nos comportements. Et ça ne tient pas. C'est comme en gros, si vous demandiez à un babouin de décrypter le programme des primatologues qui l'étudient. Il ne pourrait pas. Il comprend effectivement qu'il y a des êtres humanoïdes comme lui qui se promènent au milieu de lui, mais il ne peut pas comprendre qu'il y a un programme de primatologie à l'université de San Diego. Oui. Pierre Lagrange, finalement, est-ce que, pour ouvrir peut-être le débat, on va revenir à Roswell, parce que revenir à ces corps humanoïdes qui ont été retrouvés, et puis on parlera en fin de débat de cette célèbre séance de dissection que l'on a vue sur France 2 dans l'émission de Jacques Pradel il y a fort longtemps. TF1. Excusez-moi, vous avez fait de me relever. Sur TF1, est-ce que il y a des cas, parmi tous les cas que vous avez étudiés, où vous vous êtes dit, là, on ne peut pas faire l'économie de l'hypothèse extraterrestre? Non, alors, il y a deux choses dans votre question. Oui, des cas bizarres, il y en a plein. Il y en a une palanquée dans l'histoire des soucoupes volantes, des cas bizarres. L'affaire de Valençol, elle est très bizarre, l'affaire de Cussac, il y a plein d'affaires très bizarres. Le vrai problème, c'est qu'à partir de ça, on ne peut pas aller plus loin. C'est-à-dire qu'à partir de ça, vous ne pouvez pas monter un dossier crédible pour arriver à enrôler des scientifiques. La vraie problématique, elle est là. On vit dans cette espèce de mythologie où, parce qu'il y a encore une fois des témoignages qui sont bizarres, l'affaire est jouée. Non, rien n'est joué. Parce que vous pouvez accumuler 10, 100, 1000 cas bizarres. Vous n'irez pas plus loin. Et c'est ce que fait l'ufologie depuis 60 ans. Elle accumule des tas de cas et elle n'arrive toujours pas à construire un dossier scientifique. Et la vraie problématique, c'est pas de se dire combien de cas, au bout de combien de cas je vais arriver à convaincre les scientifiques, mais c'est de quoi j'ai besoin dans ces cas pour qu'effectivement des scientifiques soient intéressés par le dossier. Et la vraie problématique, elle est là. Et ça, on l'a pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas posé la réflexion de façon suffisamment pertinente pour arriver à tirer de ces affaires, de ces témoignages, les données qui permettraient de construire une question scientifique autour de ça. D'accord. Bon, il y a une question de départ qui est les témoignages, il y a une question d'arrivée qui est éventuellement l'existence de phénomènes naturels inconnus ou plus intéressant l'existence de phénomènes liés à une manifestation extraterrestre, mais entre les deux on a un fossé et on n'arrive pas à combler ce vide-là. Ouais. Gildas Bourdet, vous, que pensez-vous de cette selon vous, est-ce que l'hypothèse d'intelligence extraterrestre se pose comme évidente dans plusieurs cas que vous avez étudiés? Oui. Bien sûr. Oui. C'est pour ça que je vous pose la question, évidemment. C'est une hypothèse de base. Donc, comme vous dites très bien, on ne peut pas en faire l'économie. Il n'y a pas de raison de la mettre à la poubelle comme ça. Bon, le paradoxe de Fermi, moi j'ai bien envie de répondre. La réponse à la question de Fermi, nous l'avons. Oui, ils sont là. Oui. Vous comprenez? Donc, en réalité... Bon, si les scientifiques veulent continuer à tourner en rond, c'est très bien, et qu'ils continuent à tourner en rond. Il y a même un scientifique en France, il y a une vingtaine d'années, je crois, qui a dit, on lui a posé la question, il a dit, s'il y a une soucoupe qui se pose dans votre jardin, qu'est-ce que vous ferez? Et il a répondu, paraît-il, je tournais la tête pour ne pas le voir. Alors, effectivement, là, il risque pas de trouver grand-chose, mais... Oui. Alors, par contre, il y a une masse de gens, et c'est de plus en plus de gens dans le monde entier, qui s'intéressent énormément et qui étudient et qui progressent. On fait des progrès en ufologie. On n'est plus du tout au stade où on en était il y a encore 30 ans. Ouais. Il y a énormément de connaissances qui s'accumulent. Moi, je vous citais le docteur Richard Haynes, par exemple, sur San Francisco. Il a des dossiers énormes sur les observations de pilotes. Mais ce n'est juste un exemple. Oui. Et je peux vous dire qu'une affaire comme Roswell, lui, ça l'intéresse fortement. Et lui et bien d'autres. Le physicien Bruce Maccabee, il est absolument pour. C'est un physicien de la marine.
Il y a quelqu'un qui m'a dit ça n'existe pas. Je dis si ça existe, qui a été laboratoire de physique de la marine américaine. Eh bien, il faut se renseigner, il faut avoir beaucoup lu, beaucoup étudié. Il y a un livre qui est remarquable, le livre de Paul Hill, qui est très bien étudié, qui est un ingénieur physicien de la NASA. Il a vu un ovni au début des années 50 et on lui a interdit d'en parler. On lui a dit, mais par contre, vous pouvez continuer à étudier. Il est devenu en quelque sorte le monsieur ovni confidentiel de la NASA. On lui passait les cas d'ovni. Ouais. Après sa mort, il n'est rien dit de son vivant, et après sa mort, ça a fait publier un livre, son unique livre, qui est un livre remarquable, qui essaye de modéliser justement une physique des ovnis. D'accord. Vous restez avec nous, Pierre Lagrand, Gilles Dasbourdet. Les auditeurs nous appellent, nous rejoignent au 0826 300 300. Venez participer avec nous au débat, venez nous apporter votre réflexion, votre témoignage, si vous avez eu l'opportunité d'apercevoir quelque chose de bizarre dans le ciel, comme c'est le cas de Michel qui nous rejoint, qui nous appelle de Bordeaux. Bonsoir Michel. Oui, bonsoir. Bienvenue dans les Aventuriers de l'étrange. Et racontez-nous ce que vous avez vu. Alors, c'est une histoire qui remonte à 45 années. À cette époque-là, j'étais un jeune apprenti qui était sur un chantier. Ouais. Ce chantier est situé en banlieue de Bordeaux, c'était sur Saint-Médard-en-Jalles, très exactement à la poudrerie. Ouais. Et à l'époque, l'entreprise dans laquelle j'étais rentré comme apprenti devait aller refaire une chaufferie, ceci pour la présentation. Oui. C'était sur un site militaire donc, hein? C'était un site militaire à l'époque, absolument. Ouais. D'accord. Où il y avait des grands malaxeurs à poudre, etc. Bon. Et donc, la chaufferie en question, qui était située dans la partie qu'on appelait l'ancienne poudrerie, était bordée pour la sécurité par des concertinos de fil de fer barbelés et par diverses barrières. Bien sûr, ouais. Pour la sécurité, voilà. Et en pleine journée, alors que j'étais à travailler selon les ordres que m'avait donné la hiérarchie du chantier à l'époque, j'étais donc un jeune gamin, c'était un moment d'automne où il faisait un temps superbe, c'était en plein après-midi, et les collègues de l'extérieur, les anciens, je dirais, étaient venus me chercher, m'avaient appelé, puis avaient ramené d'autres collègues aussi qui étaient restés à l'intérieur de la chaufferie. Venez voir, il y a une soucoupe volante. Bon, moi j'avoue qu'à l'époque, avec mes 14 ans et demi que j'avais, j'étais non seulement incrédule, mais je ne voyais pas du tout à quoi ça pouvait ressembler. J'avais entendu parler vaguement par les uns et les autres, ou par la radio de l'époque, ou quelques journaux, de ces choses-là, mais sans plus. Et j'en viens au témoignage. Lorsque je suis arrivé, je me suis retrouvé avec les anciens qui étaient en randonnion en train de regarder quelque chose. Je me suis avancé vers eux, et là, effectivement, j'ai pu apercevoir, comme eux le voyaient de la même façon, donc c'était un regard partagé sur une même identification de ce que nous pouvions discuter en regardant. Oui. Et c'était en fait quelque chose qui était comme un objet flottant, en sustentation, on dira, à la perpendiculaire et au-dessus de la ligne de clôture qui assurait la sécurité. C'était quelque chose qui semblait donc un peu flotter, je vous dis en sustentation un peu. Et c'était comme un gros ballon de foot pour imager, ces ballons qu'on utilise maintenant pour éclairer le soir des parties nuit ou comme ça, où on met une lampe et puis on a un éclairage en altitude. Bon, c'était quelque chose un peu dans cet esprit-là qui flottait, mais beaucoup plus petit tout de même. C'était très argenté. Couleur mercure un petit peu et vif argent. Ouais. Et c'était absolument silencieux, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien. Et tout le monde regardait, la bouche bée, les gens étaient un peu stupéfaits et incapables de comprendre ce que cela pouvait être. La distance n'était pas très difficile à apprécier en son temps parce que on avait les dimensions, les éléments témoins de barrières, de buissons et autres qui étaient dans le secteur qui permettaient d'apprécier la distance. Il devait y avoir peut-être entre 300 et 400 mètres, pas plus. Hein. D'accord. Donc c'était très très observable et très facilement observable. C'était haut par rapport au sol? C'était au-dessus de la clôture. Vous savez, ces clôtures type militaire que l'on rencontre un peu partout, les aéroports, etc. 3 mètres de haut, quoi. 3 mètres de haut, 3 mètres 50, quoi. Dans ces ordres de grandeur. Donc c'était bien au-dessus. Je le revois en vous parlant, vous savez, c'est resté dans la mémoire. Ah oui. Vous savez, comme quand on a des émotions un peu fortes dans l'existence, quelle qu'elle soit, souvent on les mémorise parce qu'elles nous ont marqués. Eh bien là, c'était exactement ça. Et
Par contre, j'ai eu une impression, alors là on rentre dans un cadre qui est de nature bien sûr subjective, c'est la relation à la vision et à l'objet que le témoin, à savoir en l'occurrence ma personne à l'époque, avait pu avoir avec cette chose. Donc je peux supposer bien sûr que les personnes de l'époque avaient elles aussi une notion de relation avec cet objet qu'elles avaient observé. Et j'ai eu l'impression, alors c'est très très subjectif bien entendu, d'être observé, d'avoir une espèce de... comme si quelque chose... Vous regardez, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Mais bon, c'est assez irrationnel par rapport aux modes de culture référentiels qui sont les nôtres dans notre quotidien, ce que j'exprime. Mais c'est sincère. Donc j'avais vraiment cette perception-là. Et puis ça bougeait jamais, c'était lassant à force. Alors comme j'avais peur de me faire attraper parce qu'il y avait quand même un travail à assurer, donc j'avais fini par rompre le contact avec le groupe qui après s'était mis à jacasser et s'était éloigné à son tour. Et la chose était toujours là ? Rendre ma fonction. Et la chose était toujours là ? Ah oui, quand moi je suis parti, la chose était toujours là, oui, tout à fait. Ah, c'est extraordinaire. Voilà. Mais... Alors ça m'avait ouvert, si je puis dire, le chemin vers, une interrogation vers ces choses-là, choses pour lesquelles je ne m'étais pas du tout ouvert, j'avais pas de sujet à l'époque, j'avais des distractions de mon âge, je dirais. Et par la suite, je me suis donc mis à prendre des bouquins. Je me souviens d'un bouquin d'Aimé Michel que j'avais lu en son temps, qui parlait de ces choses-là. Et je m'étais mis dans une association qui s'était appelée à l'époque Aubry's OVNI pour essayer d'en savoir plus. Bon, au bout de quelques années, 2 ou 3 ans, pas plus, à avoir cumulé des quantités de témoignages qui n'en finissaient pas, je m'étais là aussi un petit peu lassé et j'avais trouvé des formes, de façon personnelle, j'ai fait une analyse un peu, j'avais plusieurs types de familles, si vous voulez, de témoignages. Alors, il y avait ces fameux humanoïdes que certains avaient vus, comme ça a été exprimé tout à l'heure, d'autres qui ne parlaient que de phénomènes lumineux, etc. Bon, et je m'étais très rapidement rendu compte que c'était assez compliqué et qu'il fallait laisser ça à des chercheurs et à des gens qui auraient eu des moyens. En plus, par la suite, j'ai eu un parcours un peu atypique et donc je me suis mis à suivre des cours pour progresser et pour m'en sortir parce que je me suis tourné vers l'enseignement beaucoup plus tard. Et donc, la physique et les mathématiques ne m'avaient pas laissé indifférent et je m'étais dit, mais il y a une notion de rayonnement, il y a une notion d'énergie. On sait très bien que l'on peut, en observant certains phénomènes, notamment lumineux, avoir une information quant à la fréquence émise, on a une couleur, et en conséquence, on peut savoir la longueur d'onde, et par rapport à des observations, on doit pouvoir déterminer quelles sont les zones de température, etc., etc. Bon, et c'est vrai qu'au niveau scientifique, il ne doit pas y avoir sans doute quelque chose qui ramène une certaine économie. Donc, il n'y a peut-être pas eu ce qui pourrait se passer dans d'autres recherches. Et c'est resté avec tous les témoignages qui ont été évoqués précédemment. Mais revenons à ce que vous avez vu, à ce que vous avez vécu. L'observation a duré combien de temps ? Alors, pour ce qui me concerne, donc parce que je peux mon souvenir qui n'est pas du tout relatif parce qu'il avait été très fort. Moi, j'ai dû rester une bonne dizaine de minutes sans souci. Ah oui, quand même. Ah oui, tout à fait. Ah oui. Et les dimensions de cet objet qui était sphérique, donc, à votre avis, puisqu'il était au-dessus de la barrière de clôture, donc vous aviez quelques notions de rapport de dimension avec les barrières, peut-être à côté, la grandeur d'un arbre. Oui, tout à fait. Oh, peut-être 80 cm. Ah oui, donc c'était relativement petit quand même. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oui. Et vos collègues après ont dû en parler puisqu'ils sont restés plus longtemps, vous, de peur de vous faire engueuler, vous êtes retourné au boulot. Mais l'objet a disparu comment, vous le savez ? Ah ça, je ne le sais pas. Non, je ne le sais pas. C'est très étonnant en tout cas. Parce qu'on était plusieurs équipes, il y avait des chaudronniers, il y avait des tuyauteurs, des calorifugeurs, des maçons, etc. Bon, il y avait quand même, c'était une époque où le travail, il fallait travailler, quoi. Donc il y avait des rigueurs qui se sont un petit peu estompées maintenant. Il y avait moins de souplesse à ce temps-là, donc il fallait quand même rentabiliser un petit peu le travail. Donc la distraction était admise, mais de façon courte. Oui, même si c'était un ovni, il fallait reprendre le boulot, quoi. Oui, exactement. voilà. Alors moi, ça m'a un petit peu interrogé pendant de très longues années, et ça continue à le faire.
Et je me suis dit que quelquefois, quand j'entends les conversations comme les témoignages ou les personnes qui sont quand même assez cultivées, qui sont exprimées tout à l'heure, il y a toujours des notions qui me reviennent. Et je me suis dit, quand on regarde l'histoire des sciences, les 400 ans là, qui ont été évoqués justement, quand on regarde du côté de Newton, l'état d'esprit, je dirais, la culture qui régnait en ces temps-là, les hommes, de par leur propre référentiel de culture de ces temps, s'étaient souvent bloqués leur propre avancée, puisqu'il était assez classique en ces époques-là de ne pas vouloir mélanger des grandeurs qui étaient de nature différente. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas avoir, par exemple, des dimensions de longueur avec des dimensions de temps. Or, justement, les grands progrès qui sont venus par la suite, ça a été de mélanger ces deux notions. On a été capable de faire du dv sur dt ou des choses comme ça, c'est-à-dire de la vitesse sur du temps pour avoir une accélération, ou de l'espace sur du temps pour avoir une vitesse. Soyez pas trop technique parce que je vais commencer à ramer là, Michel. Non, mais rien, je peux être excessif, pardonnez-moi. Mais je veux dire qu'il a fallu accepter d'associer des choses qui dérangeaient pour transcender, si je puis dire, d'un point de vue scientifique, certaines choses, et se débloquer. Et à partir de là, on est passé à autre chose, et la science a pu progresser. Et souvent, d'ailleurs, ce sont les grandes bousculades qui ont remis en cause certaines références religieuses ou de culture et autres, qui ont permis de booster, d'aller plus vers l'avant. Donc là, peut-être que nos sociétés actuellement se bloquent elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas l'imagination ou la clé suffisante pour tourner et passer à quelque chose d'autre. On va voir. Merci Michel en tout cas pour votre témoignage très précieux et très pertinent. 0826 300 300. Appelez-nous pour nous donner votre avis, vous aussi, sur les extraterrestres et les ovnis. Une pause et on se retrouve tout de suite après avec vous au 0826 300 300, bien sûr, pour continuer à discuter et avec nos deux invités, nos deux spécialistes français, Pierre Lagrange et Gildas Bourdet. À tout de suite. 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler au standard pour participer avec nous à cette conversation très intéressante sur les ovnis, les extraterrestres, vos témoignages, vos questions même que vous avez à poser, car nous avons la chance ce soir d'avoir deux spécialistes éminents de ce dossier avec nous. Gildas Bourdet, qui est l'auteur notamment d'un livre très intéressant, Roswell, enquête, secret et désinformation, aux éditions JMG, et Pierre Lagrange, qui a écrit un bouquin qui s'intitule La rumeur de Roswell, très intéressant également, aux éditions La Découverte. Nous allons maintenant aborder un sujet qu'on ne peut pas passer sous silence parce qu'il nous reste une petite demi-heure pour continuer, donc il faut absolument que l'on en parle. Parler de ce film, ce célèbre film d'autopsie qui est passé dans l'émission de Jacques Pradel, c'était donc sur TF1 il y a plusieurs années de ça. Cette émission avait diffusé ce film tout à fait étonnant. Gildas Bourdet, je me tourne vers vous car si j'ose dire, vous vous êtes retrouvé au cœur de cette étonnante affaire. Oui, c'est exact. J'avais participé, j'avais été invité par Jacques Pradel à cette émission. Oui. Et en fait, j'étais allé à une première projection semi-privée, disons, du film, qui avait eu lieu à Londres le 5 mai de cette année-là, avec mon ami Joël Bénard de la revue Lumière dans la nuit, que je salue ce soir si jamais il écoute. Je sais pas, il habite à côté de Poitiers, c'est tout un peu loin. Oh, sur Internet, on nous écoute, et je suppose qu'il y a énormément de gens qui nous écoutent sur Internet ce soir. Bon, nous étions donc allés ensemble à Londres parce qu'on avait appris, je m'intéressais à ça de très près, j'étais en train d'écrire mon livre sur Roswell. Mon première version du livre. Et nous avons eu un choc terrible. Nous avions emmené, en l'occurrence, justement, Nicolas Maillard, le jeune assistant de Jacques Pradel. Oui. Et ça a été un choc terrible parce qu'il y avait personne n'avait jamais vu le film. Et il y avait une centaine de personnes dans la salle. Il y avait pas mal de gens, des représentants de chaînes de télé importants, etc. Et puis, il y a eu le choc des images de ce film. Et c'était donc en 1995. Bon, tout le monde les a vus ensuite. Et on ne sait toujours pas ce que c'est que ce cadavre. Il y a eu une discussion d'enfer là-dessus. Ça a été violent. Oui. Jacques Pradel a été, je dois dire, vraiment très, très maltraité par certains journalistes. Et c'est dommage parce que moi j'ai apprécié sa courtoisie avant, pendant l'émission et après. Bon, mais ce film est extrêmement étrange. Mais il y a une chose qui nous frappe beaucoup maintenant en y réfléchissant, c'est que si on juge un arbre à ses fruits,
ben, les fruits n'étaient pas bons, hein, parce que ça a été un véritable désastre, et pour l'affaire de Roswell, et pour l'ufologie en général. On s'en remet à peine petit à petit hein, de ce scandale. Et finalement, il y a des témoignages qui sont apparus par la suite, selon lesquels, des témoignages très solides, moi j'en connais presque directement par un ufologue anglais qui me l'a confirmé, qu'il avait emmené voir le film un japonais et un chinois qui s'intéressaient beaucoup aux ovnis, un professeur chinois à Taïwan et un japonais qui, après le visionnage du film, ont dit mais nous l'avons déjà vu. Il l'avait déjà vu, le chinois l'avait vu dans des archives de la CIA lors d'une visite aux États-Unis. Oui. Et le japonais, c'était dans une valise diplomatique qui avait été envoyée aux japonais parce qu'ils avaient demandé, enfin aux autorités japonaises, qui demandaient des informations sur les ovnis. Hein. Donc, quelle est votre opinion sur ce film? Mon opinion, à moi, je la résume brièvement, c'est que, je ne sais pas ce que c'est que ce cadavre, mais je sais que c'est pas un cadavre humain. Et, je vous signale, par exemple, qu'il n'a pas de nombril, par exemple. Hein. Oui. Et puis, c'est peut-être une image qui a été trafiquée numériquement. Il y a des gens qui pensent cela, qui ont vu le film de très près. Mais c'est une opération qui provient très vraisemblablement des services secrets américains et qui avait pour but premier en tout cas, de démolir l'affaire de Roswell. C'est pas arrivé par hasard à n'importe quand. C'est arrivé au moment où se terminait l'enquête du Congrès américain, le General Accounting Office, qui étudiait Roswell depuis le début 1994. Et ça embêtait beaucoup l'armée de l'air et le Pentagone. Et ils ont publié leur rapport à ce moment-là, juste après le film, ou plus exactement, le film est sorti juste avant, il faudrait dire. Hein. Ouais. Donc il a occulté le rapport du Congrès qui a refusé l'explication des ballons. Ils ont dit l'enquête sur ce qui s'était écrasé à Roswell continue. Mais personne n'en sait rien parce que personne n'a fait attention à ce petit rapport. Donc vous pensez que ce film est un montage fait par la CIA pour discréditer l'affaire de Roswell? Je n'ai pas dit la CIA. Hein. Oui. Ça serait plutôt l'armée de l'air. Hein. D'accord. À mon avis, les services, je dis pas, tournent autour. Ouais. La CIA, elle avait apparemment une copie d'un film semblable ou très proche ou peut-être le même. Apparemment. Et voilà, c'est une affaire qui sent très très fort les services secrets américains. Très bien. Je me tourne maintenant vers Pierre Lagrange. Vous, quelle est votre opinion? Parce que vous avez vu ce film, évidemment, comme tout le monde, puisque ça a fait énormément de bruit autour de la planète. Est-ce que ça vous a questionné, ce film? Oui, mais ça dépend de ce qu'on appelle questionner. Le problème, c'est que moi, à l'époque, j'avais rencontré Pradel, j'avais discuté avec lui au tout début de l'affaire, et ce que je lui avais dit, c'est qu'il perdait son temps. Pradel, dans cette histoire, on n'a absolument pas de critique particulière à les faire, sinon qu'il s'est fait un peu avoir, je dirais, par TF1 lui-même. Pradel est vraiment quelqu'un qui s'intéresse sincèrement au sujet. Et qui est honnête, hein, je crois qu'on ne peut pas remettre son honnêteté en doute. Il n'y a vraiment pas de problème. C'est vraiment quelqu'un de bien, oui. Alors, je peux en parler d'autant mieux que Nicolas Maillard, je l'ai extrêmement bien connu, et pendant tout cet été 95, on n'a pas cessé de se voir, on se voyait au moins une fois par jour, sinon 2 fois par jour, parce qu'on était voisins, et on a systématiquement échangé toutes les informations qu'on avait sur cette affaire. Donc, j'étais tenu avant tout le monde au courant de toutes les pièces du dossier. Nicolas lui-même a fini par conclure que ce truc était un gros canular point à la ligne. Et là, je crois qu'il y a quand même une espèce de dérive de l'argumentation dans ce genre d'affaires. Le dossier des ovnis, c'est un dossier intéressant. Je veux dire, le problème n'est pas là. C'est un dossier qui a été toujours très mal monté parce qu'on n'a jamais, sur cette affaire, eu de vraies controverses scientifiques. On a eu des controverses entre des idéologues, c'est-à-dire des gens des rationalistes d'un côté qui se font une haute idée de la science mais qui est tout à fait inopérante, et de l'autre des gens qui voient un peu des complots partout de la même façon. Les rationalistes voient des complots contre la science et les autres voient des complots contre les ovnis. Et le problème de cette affaire, c'est que, je veux dire, tous les étés, il y a des gens qui vont faire les vendanges pour gagner un peu d'argent. L'été 95, il y a des Anglais qui se sont dit, au lieu d'aller faire les vendanges, on va faire une fausse autopsie d'extraterrestres. Et je pense qu'il n'est pas nécessaire d'aller chercher les services secrets ou quoi que ce soit derrière ça. Que l'affaire soit tombée au moment où on parlait beaucoup de Roswell, c'est pas étonnant, parce que si vous faites un truc comme ça 10 ans après qu'on parle beaucoup de Roswell, personne ne voudra vous l'acheter, votre film. Donc, il y a quelques jours, il y a eu un truc, on a essayé encore de relancer une histoire d'extraterrestres, de cadavres extraterrestres dans un bocal en Angleterre. Le truc a fait un flop monumental. Donc là, le truc se présentait bien, mais
il n'y a pas d'indication particulière, il n'y a pas besoin d'aller chercher les services secrets là où on n'en a pas besoin. Les services secrets, ils ont suffisamment de boulot à faire, ils ne sont pas non plus sur tous les fronts. Et le problème de l'histoire des ovnis, c'est que c'est une histoire où le ridicule, il n'y a pas besoin de l'importer, je veux dire. Il y a suffisamment d'intervenants bizarres dans l'histoire des ovnis, à côté de gens très sérieux, pour que les dossiers se dégonflent par eux-mêmes. En ufologie, il ne faut quand même pas oublier que il y a un nombre d'acteurs absolument hallucinants qui interviennent. Vous avez des gens qui racontent être en contact régulier avec les extraterrestres, donc ceux-là, ils ne sont pas manipulés forcément par la CIA ou par l'US Air Force. Ouais. Néanmoins, ils ridiculisent le sujet. Vous avez une partie des ufologues. Tout à l'heure, Gilles Dasbourdis disait que l'histoire de Roswell, c'est l'opinion de l'armée contre celle des ufologues. C'est pas vrai du tout. Vous avez toute une partie des gens qui sont des ufologues authentiques qui ne croient pas à l'affaire de Roswell. Interrogez un journaliste français comme Robert Roussel, qui est un expert du dossier OVNI, il vous dira l'affaire de Roswell, ça m'intéresse pas. Et il y a tout un tas d'ufologues aux États-Unis qui sont sur la même longueur d'onde. Ils disent le problème de Roswell, c'est que ça nous a massacrés. Une enquête légitime sur les ovnis. On avait un dossier qui pouvait éventuellement interpeller les scientifiques avec des témoins honnêtes, et ça, il y en a des centaines de milliers dans le monde, et on balance cette affaire et on met tous les œufs dans le même panier, le panier de Roswell, qui est une affaire qui dure maintenant depuis plusieurs décennies, et pour laquelle on n'arrive pas à obtenir quoi que ce soit de vraiment fiable. Ça n'est malgré tout effectivement que des témoignages, des discussions sur des photos. Il faut quand même se souvenir que pendant toute une époque, un des arguments pour dire il y avait bien eu des débris bizarres à Roswell, c'était dire d'ailleurs Jesse Marcel avait été photographié avec les débris. Et il y a des militaires qui disaient on voit bien les débris sur la photo. Maintenant tout le monde s'est rendu compte que les débris en question, c'était des débris de ballons. Alors on dit il y a eu substitution. C'est-à-dire qu'on va toujours inventer un nouveau scénario pour expliquer le truc et pour retomber sur l'histoire bizarre. Ouais. Mais dans les faits, si on regarde, on se rend compte que on a des gens, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur l'événement. Ça serait extraordinaire qu'on ait un truc pareil. Et je pense qu'il y a beaucoup de scientifiques qui s'y intéresseraient. Mais le fait est que l'affaire est un sac de nœuds où les principaux acteurs se contredisent un peu les uns les autres. Et ça, c'est le vrai problème. Alors l'histoire de l'autopsie, je pense que c'est vraiment dramatique dans cette affaire parce que le peu de sérieux qui restait, il a été dégonflé, mais pas par les services secrets, par une bande de joyeux margoulins qui, au cours de l'été 95, se sont dit on va couillonner tout le monde avec notre histoire d'autopsie. Mais il y a eu le même film qui a été refait par la télé argentine, c'est pas un trucage hors de prix à faire. Ouais. Chaque fois que l'image est censée montrer quelque chose, elle est floue. En termes de trucage de cinéma, c'est pas compliqué ça. Et en plus, ils ont gagné beaucoup d'argent. Ils ont gagné beaucoup d'argent. Ceci dit, il y a des chaînes de télévision qui ont été très futées, qui ont refusé de les payer en leur disant comme c'est un film de l'US Air Force, on n'a pas à vous payer. Et les mecs se sont retrouvés le bec dans l'eau. Donc ça, il y a quand même une justice dans cette histoire. Ouais. Mais le problème, c'est que le film en lui-même, il n'est pas étrange. Vous faites ça avec une première poupée de trucage de cinéma à batterie. Tous les jours au cinéma, quand vous allez voir des films de science-fiction, il y a des trucages de bien meilleure qualité. Ah oui, incontestablement. On a cité le cas d'un spécialiste des trucages de cinéma qui a travaillé avec Steven Spielberg, notamment, qui a dit « J'aimerais bien connaître les gars qui ont fait ça parce que je voudrais les embaucher ». Et ça, c'est un très bon argument. Mais il n'a pas dit pourquoi, le gars. C'est pour une raison très très simple. C'est qu'en fait, ces types ont réussi à faire un truc qui a berné tout le monde avec très peu de moyens. Et c'est ça la prouesse. Ouais. C'est qu'alors que d'autres font des films de science-fiction qui sont fabuleux comme Jurassic Park avec des trucages qui sont très coûteux, là les types ils ont réussi à tenir pendant 3 mois la planète en haleine avec un truc qui était fait avec 3 bouts de ficelle. Encore une fois, il ne faut pas chercher les services secrets là, à mon avis, où ils sont inutiles. Ouais. Pierre Lagrange, vous restez avec nous. Philippe nous rejoint. Il voudrait vous poser une question justement relative à Roswell. Philippe, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Vous nous appelez d'où ? Je vous appelle d'Oloron-Sainte-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors, quelle est la question que vous voudriez poser ? Alors, moi, ma question, pour rebondir sur ce que disaient vos intervenants, c'était justement le film en question de l'autopsie, je l'ai vu, parce que le sujet m'intéresse depuis fort longtemps. Ouais. Et je me disais que pour mettre un terme une fois pour toutes aux conneries qui peuvent être racontées, ou aux vérités qui éventuellement sont détenues par les Américains au sujet de Roswell, si des choses sont détenues par les Américains, après tout, elles concernent l'humanité tout entière. Est-ce que les scientifiques ou les politiques de tout poil ne pourraient pas une fois pour toutes sommer le Sénat américain de divulguer pour l'humanité les éventuelles preuves qu'ils détiennent sur l'affaire de Roswell? Parce qu'après tout, la science, elle appartient pas qu'aux Américains, elle appartient à tout le monde.
même si ça remettrait en cause les fondements de la religion, de notre société et de la vue qu'on a sur la vie sur Terre et ailleurs. Je trouve que ce serait bien peut-être que tout le monde s'y mette et que, enfin, une fois pour toutes, le Sénat américain divulgue les informations qu'il a à ce sujet. Ça ressemble à un vœu pieux, hein. Oui, mais est-ce que scientifiques de tout poil, unissez-vous, et puis peut-être que est-ce qu'ils pensent pas, vos intervenants, que on pourrait enfin un jour obtenir la vérité sur la fameuse base secrète et les éventuelles informations que détiennent les Américains. Réponse de nos spécialistes. Pierre Lagrange, que pensez-vous de cet appel à l'union? C'est une idée qui est très généreuse et très belle, je trouve. Mais malheureusement, je crois que c'est, encore une fois, quelque part, je veux pas, cette intervenante est très sympathique, mais il faut se replacer dans un contexte général. Je veux dire, si vous prenez la communauté scientifique, la plupart des scientifiques, l'affaire de Roswell, ils connaissent pas, ils en ont entendu parler comme ça, comme nous tous, mais je veux dire, ça les concerne pas. Donc déjà, si on leur demandait, si on leur envoyait un mail à tous en leur disant unissez-vous et tout, ils diraient mais attendez, de quoi on parle là? Ils ont d'autres chats à fouetter. Si on veut faire la liste des problèmes importants à régler sur Terre, avant Roswell, il y a déjà beaucoup de problèmes. Mais même si on élargit au dossier OVNI en règle générale. Alors là, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'effectivement, à mon avis, sur le dossier OVNI, il y a un problème qui engage notre rapport à la science. C'est-à-dire que pendant longtemps, le rapport à la science, c'était il y a des savants d'un côté, des ignorants de l'autre. Les ignorants, nous tous, fermez votre gueule, vous n'avez rien à dire. Maintenant, ça a changé ça. C'est-à-dire que les savants, il n'y en a plus. Il y a des scientifiques qui sont des chercheurs, qui sont spécialistes, chacun dans un petit domaine, et qui sur le reste sont ignorants, comme nous tous. Donc le rapport aux connaissances scientifiques s'est énormément transformé, ce qui fait qu'aujourd'hui, des citoyens responsables peuvent intervenir. On le voit dans le cas des maladies, par exemple. Les associations de malades ont changé les programmes de recherche dans la médecine. Et c'est une bonne chose. Donc sur la question des ovnis, on est un peu sur le même problème. C'est un problème démocratique, comme disait Isabelle Stengers, une historienne des sciences qui s'est un peu intéressée au sujet. Et on a une question qui, par rapport à toute l'image qu'on nous a donnée de la science, recherche de vérité et tout, est une question qui est de ce coup légitime. Il est normal, je pense, que les gens interpellent la recherche en disant on a vu quelque chose de bizarre, on a un problème à vous poser, vous nous dites que vous avez la réponse et que votre question, votre problème, c'est la recherche de la vérité, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Là, il y a une ambiguïté fondamentale parce que les scientifiques, on nous dit c'est la recherche de la vérité, puis d'un autre côté, ils voudraient se débarrasser de certains sujets quand ça les ennuie. Donc, il y a quelque chose de pas clair, mais précisément, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Je suis chercheur, ça fait 20 ans que j'étudie ces questions-là, et mon problème, c'est pas de me regrouper avec des amis à moi, avec lesquels on est tous d'accord, et de se dire, il y a un scandale ou ceci, cela, c'est de me dire, comment faire pour intéresser des scientifiques qui ne s'intéressent pas au sujet. Et ce que je fais depuis des années, c'est d'aller discuter avec des collègues astrophysiciens ou autres qui m'invitent. J'ai encore parlé à l'Institut astrophysique à Paris il y a quelques semaines sur cette question. J'ai été accueilli de façon tout à fait courtoise. Contrairement à ce qu'on dit, les scientifiques ne sont pas fermés à ce sujet. Simplement, ils connaissent ce sujet à travers le prisme de la télévision. Et vous savez comme moi que la télévision, sur ce genre de sujet, n'a pas toujours brillé par des choses excellentes. La preuve, le film sur l'autopsie. Voilà, ce genre de choses. Donc on peut comprendre aussi qu'ils sont un peu écœurés. Mais si on va discuter, qu'on essaie de monter un dossier un peu sérieusement, je vous assure qu'ils écoutent. Le CNES, d'ailleurs, s'intéresse au sujet. Alors pendant longtemps, c'est vrai que ça a été une espèce de placard où il y avait marqué études des ovnis et il n'y avait rien derrière. Bon, mais ça, c'est comme beaucoup d'administrations en France. On dit qu'on traite les sujets quand on a ouvert un dossier, souvent il n'y a rien dans le dossier. Bon, maintenant, les services se réveillent et on dit on va vraiment faire quelque chose. Moi je pense qu'il y a une vraie volonté, on le voit avec l'interview d'Issia, qui est quelqu'un de tout à fait honnête, tout à fait sincère, qui a présidé à la création du GEPAN et qui maintenant se dit, en plus il a du temps, comme il était à la retraite, il va mener ça, et à mon avis il le mènera à terme. On va peut-être enfin arriver à en savoir plus. Mais le vrai problème, et vraiment le vrai problème, c'est pas de crier sur les toits, il y a un scandale, on nous cache ceci, on nous cache cela, parce que ça c'est bon pour effrayer les gens, et c'est bon pour faire reculer les scientifiques et les faire se refermer comme une huître. Le problème c'est d'arriver à se dire, qu'est-ce qu'on doit faire pour se retrouver ensemble autour d'une table et discuter de cette question. Et ça, c'est pas de la démagogie, c'est vraiment sérieusement essayer de repenser le problème, parce que depuis 60 ans, on le pose toujours de la même manière en disant c'est la bonne manière de le poser, alors que c'est un échec depuis 60 ans. Donc, à mon avis, c'est quand même le signal d'alarme qui devrait nous dire il faut peut-être poser le problème autrement. Il faut le reposer, le repenser. Et si on le repense, moi j'essaie à ma dimension, à ma modeste échelle de le faire, je vous assure que ça marche. Les chercheurs vous écoutent, ils sont intéressés.
j'ai travaillé pendant 10 ans à l'école des mines sur ces questions. Je suis désolé, on ne laisse pas travailler n'importe qui à l'école des mines sur n'importe quoi. Bon, c'est possible de le faire. Maintenant, si on était un peu plus nombreux à se dire comment repenser le problème, comment discuter, comment le raccrocher à des questions scientifiques, que ce soit celui de la pluralité des mondes ou celui de l'existence de phénomènes naturels mal connus et tout, il y a des tas de choses. La foudre en boule, c'est encore une énigme en science. Donc, il y a des tas de choses à faire. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que depuis aussi longtemps, alors il y a des pionniers qui ont fait un travail extraordinaire, y compris dans les groupes d'amateurs qui ont vraiment défriché, des groupes en France comme Lumière dans la nuit, le GEPA et tout, ont fait des choses fabuleuses. Mais maintenant, il est temps de se dire, la science a évolué, notre rapport à la science a évolué, cette question, on peut la reposer et on peut en tirer un bénéfice. Mais essayons de voir où sont les véritables problèmes. Et pas de faire de l'esbrouf, quoi, en gros. Pierre Lagrange, merci. Je vais poser la même question à Gilles Dasbourdet. Selon vous, comment faire la même question qu'à Pierre Lagrange pour que tous les scientifiques se réunissent autour d'une table, tous ceux qui ont une connaissance particulière dans ce dossier puissent travailler ensemble, comme l'a demandé fort justement Philippe. Oui, alors écoutez, j'espère que je vais essayer de rassurer Pierre Lagrange. Parce que, en fait, moi j'en ai rencontré beaucoup, moi, des scientifiques. Moi aussi. J'en connais quelques-uns. Il y en a qui se sont manifestés publiquement, ou du moins qui l'ont fait à la fin de leur carrière, quand ils n'avaient plus rien à craindre. Comme mon ami Pierre Guérin, qui a fini par écrire son livre sur les ovnis, les mécanismes d'une désinformation, livre malheureusement peu connu, mais c'est un bon exemple. C'était un ami de certains astrophysiciens dont je ne donnerai pas le nom, qui m'a raconté des choses assez comiques sur le comportement dans le monde scientifique. Mais j'en connais aussi dans d'autres pays. J'en ai rencontré un petit peu partout. Et il n'y a pas si longtemps que ça. En Italie, par exemple. Et parce que j'ai été invité à une bonne douzaine de conférences un peu partout. Aux États-Unis, j'en connais. J'en ai cité un tout à l'heure. Richard Haynes, Bruce Maccabi, il y en a d'autres. Mais comment il y a beaucoup de scientifiques qui étudient ça. Et c'est un phénomène complètement mondial maintenant. Et les Chinois, par exemple, s'intéressent beaucoup. Et donc... en réalité, je crois que c'est une vision un peu pessimiste que nous a présentée Pierre Lagrange en disant que les scientifiques ne s'intéressent pas. Si, ils s'intéressent beaucoup. Il y en a qui osent le faire publiquement, il n'y en a pas beaucoup, ça c'est vrai. Mais il y en a pas mal qui le font discrètement, voire clandestinement. Il y en a d'autres qui, par contre, se sont un peu trop mouillés, excusez-moi, je reviens à Montada, après de cette politique du secret américaine qui reste encore très très lourde aujourd'hui. Donc c'est un gros problème. Le secret reste le problème numéro un, c'est ça. C'est pas seulement un problème scientifique, c'est un problème d'investigation et c'est un problème d'enquête. Un autre scientifique, justement, Stanton Friedman, qui est quand même physicien nucléaire, malgré tout, s'amuse à dire de temps à autre que il avait dit ça il y a quelques années, que c'était l'époque du scandale de Monica Lewinsky, si vous voyez ce que je veux dire. C'était cette jeune femme qui avait dénoncé en quelque sorte les frasques du président Clinton. Eh bien, Stanton Friedman disait, mais si la presse passait seulement pendant 6 mois consacrait autant d'énergie aux ovnis qu'à l'affaire Monica Lewinsky, le mur du secret serait tombé. Donc voilà pourquoi on ne réussit pas, selon vous, encore à réunir tout le monde. Ça continue à bloquer, mais si ça bloque, c'est surtout aussi, si vous permettez une seconde encore, parce que il y a à l'horizon de cette affaire un énorme choc culturel qui se pointe, qui prépare et qui fait très peur. Et puis il y a toute cette espèce d'étrangeté, très grande étrangeté de beaucoup de phénomènes associés aux ovnis, qui ouvre les portes de ce que Sigmund Freud appelait la marée noire de l'irrationnel. Il voulait pas parler de ça. Il avait écrit ça à son ami Carl Jung, qui craignait la marée noire de l'irrationnel. Je crois que c'est ça, finalement, qui bloque énormément. Et je suis désolé, mais les scientifiques qui veulent s'intéresser à ces phénomènes seront obligés de se tremper un peu les pieds dans cette mer de l'étrange. Gilles Dasbourdet, Pierre Lagrange, vous restez avec nous, une pause et ensuite on retrouvera un auditeur qui nous apportera un témoignage d'observation d'OVNI. À tout de suite. Très belle chanson, Les Aventuriers de l'étrange continue. Nous allons écouter un témoignage, celui de Jean-Claude. Ensuite, ce sera l'heure de la conclusion avec nos deux spécialistes, Gilles Dasbourdet et Pierre Lagrange, qui nous accompagnent depuis 22h. Jean-Claude, bonsoir. Oui, bonsoir. D'où nous appelez-vous, Jean-Claude ? Je vous appelle du Lot, Prayssac exactement. Magnifique région. Oui,
Oui, oui, très belle région, oui. Alors dites-moi, vous nous appelez parce que vous avez eu l'opportunité d'observer quelque chose de particulier? D'un objet étrange, oui. J'ai 64 ans, donc j'avais 16-17 ans. Je revenais de mes parents, on était invités chez des cousins, et en race campagne, nous avons été bloqués par une boule rouge qui s'est stabilisée à quelques 20 mètres du sol. Ensuite, c'est s'est transporté comme un projecteur. C'était tout blanc, c'était aveuglant, la voiture a calé. Oui. Et mon père, on a été un peu transi, on était dans tous les états. Ça a duré une paire de 3-4 minutes. Et nous sommes repartis, quinca, la voiture est repartie, elle avait calé. Et nous avons appris le lendemain, donc qu'il y avait ce phénomène, il avait apparu à Agen, à Villeneuve-sur-Lot et dans les environs. Mmh. Et nous avons fait nos dépositions à la gendarmerie depuis l'évêque. Oui. Le lendemain, parce que on ne croyait pas trop, mais comme mon père était quand même commissaire de police, ils ont bien vu que c'était pas un farfelu. Oui. Et nous n'avons pas eu de suite de cet événement. Ça a apparu dans la presse. Oui. Et le lendemain, avec mon père, on est revenu à l'endroit précis où, on connaissait très très bien la région, hein, oui. Et on a vu effectivement sur le champ de blé une trace noire, calcinée, à la forme d'un disque. Et quand le disque, il a dû partir, et c'était à peu près l'empreinte de cet objet non identifié qu'on a vu, quoi, ouais. Disons, voilà. Et ça une lumière aveuglante, et moi je m'en souviens pas, mais d'après ce que mon père m'avait dit, il avait vu 2 petits bonhommes descendre, mais des individus pas plus grands d'1 mètre 20, 1 mètre 30. Moi ça je m'en souviens pas, et mon père maintenant, il est décédé il y a quelques années, et tout ça, et on n'a pas voulu en parler dans la famille, on voulait pas passer pour des foudingues, quoi, voilà. Ouais. Et ça, ça s'est passé donc en quelle année à peu près? Oh ben c'est bien simple, j'avais essayé dans les années 57, 58, d'accord. 59 peut-être. Oui. Vous voyez, j'avais 16-17 ans et j'en ai 64, alors en calculant bien, ça vous donne une fourchette. Et vous vous en rappelez comme si c'était hier? Ah oui, ça m'avait marqué, et je connais très bien cette région, à chaque fois quand j'y passe, je revois exactement le lieu, et c'était à 1h du matin, minuit et demi, 1h du matin. Ouais. On revenait d'un repas familial, voilà. Merci Jean-Claude pour ce précieux témoignage très joli et rare. Et si vous permettez, on gardera vos coordonnées pour les transmettre peut-être à nos spécialistes qui vous rappelleront peut-être pour en discuter avec vous en tout cas. D'accord. Merci beaucoup Jean-Claude. C'est très aimable d'avoir écouté. Au revoir. J'aime bien écouter ces genres d'émissions, et je suis tombé par hasard sur cette radio, j'arrivais pas à m'endormir, voilà. Le hasard vous a bien guidé. Merci Jean-Claude. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. C'est l'heure de la conclusion avec nos 2 spécialistes. Gildas Bourdet, une conclusion, si tant est que l'on puisse conclure sur ce sujet qui est énorme, et on pourrait y consacrer, d'ailleurs vous y consacrez des années et des années de votre vie, donc on ne peut pas conclure de manière définitive évidemment ce soir, mais pour vous quand même l'hypothèse extraterrestre est peut-être plus qu'une hypothèse. Vous avez une petite minute pour conclure. Oui, alors en effet je crois que il faut se garder d'écarter l'hypothèse extraterrestre, comme le font certains, mais il faut l'élargir, parce que, nous avons évoqué certains aspects. Un des auditeurs a mis en doute parce que les étoiles, c'est très loin, parce que la forme humanoïde, etc. Il y a des grosses questions qui se posent, mais la science est très jeune encore. Je suis d'accord là-dessus, Lagrange a bien fait de le dire, nous sommes un monde jeune encore, très jeune, et il y a des mondes beaucoup plus anciens que nous, donc il faut beaucoup d'humilité, il faut se dire que nous sommes aux portes de l'espace, du cosmos encore inconnu, qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, que c'est passionnant aussi, que c'est fascinant. Je crois que
les années, les décennies, les siècles qui viennent vont être passionnants pour l'humanité. Je crois fermement ça. Tant mieux. Et nous sommes nous voyons arriver une sorte de grande mutation, ce que moi j'appelle une nouvelle mutation cosmique de l'humanité. Et ça va être vraiment... Les jeunes d'aujourd'hui, je leur dis, écoutez, intéressez-vous, c'est passionnant. Il va se passer des choses. Merci beaucoup Gilles Dasbourdet en tout cas de nous avoir consacré 2 heures de votre temps et je rappelle le titre de votre livre donc Roswell, enquête, secret et désinformation aux éditions JMG. Pierre Lagrange, à votre tour de nous apporter votre conclusion. Évidemment temporaire, parce que ce dossier est appelé à évoluer. 1 minute pour votre conclusion sur ce magnifique et fascinant dossier des ovnis. Le problème, à mon avis, c'est que précisément sur ce dossier, on ne pourra pas conclure tant qu'on n'aura pas modifié notre façon de l'aborder. C'est que jusqu'ici, c'est une controverse sans fin, les ovnis. On n'a jamais pu conclure. Tout le monde s'est engueulé depuis 60 ans sur ce sujet. Et je suis désolé, le problème, c'est pas le fait que des scientifiques s'intéressent, c'est le fait que des scientifiques s'intéressent en tant que porte-parole de leurs recherches. Et ça, c'est très important parce que les scientifiques que citait Gilles Dasbourdet tout à l'heure, Stanton Friedman, d'abord Stanton Friedman est un conférencier sur les ovnis, il a fait de la science jusqu'à la fin des années 60, et depuis, il n'a plus fait de science. Donc c'est un conférencier sur les ovnis, c'est un ufologue. Pierre Guérin s'est intéressé au sujet, mais à titre privé. Alors, Guérin, on peut tout à fait comprendre parce qu'à l'époque où il s'est intéressé au sujet dans les années 50, 60, 70, il y avait un ostracisme tel qu'en France, un scientifique ne pouvait pas dire « je m'intéresse au sujet ». Sinon, il était mis au banc. Guérin a attendu 1 an avant d'être inscrit à l'Union astronomique internationale parce que la rumeur avait couru qu'il s'intéressait au sujet. Donc on voit que les collègues sont pas toujours très tendres. Il y a encore du boulot à faire. Voilà. Encore Mais du chemin. le vrai problème, c'est un problème qui se concerne la collectivité. Donc, tant qu'il y aura des personnes qui, à titre individuel, vont dire « le truc est important, il faut l'étudier, on nous cache la vérité, ceci, cela », on n'avancera pas. C'est le jour où on arrivera à construire une problématique et à faire que les scientifiques s'y intéresseront, c'est-à-dire comme moi je m'intéresse, c'est-à-dire dans le cadre de mon travail et pas dans le cadre d'un hobby à côté de mon travail. C'est mon sujet de recherche. Donc là, quand on sera nombreux comme ça, il n'y a pas de problème, on pourra avancer. Et d'ores et déjà, on avance, parce qu'il y a tout un tas de choses qui ont quand même été faites sur le sujet, parce qu'il y a un certain nombre de scientifiques qui ont été chargés d'étudier le problème. Mais il faut pas il y a une espèce de mythologie du scientifique. Un scientifique qui s'intéresse au sujet, c'est bien, mais si, avec lui, il amène ses autres collègues. Or, jusqu'ici, les scientifiques qui sont intéressés, c'était à titre personnel. Et là, ça veut dire que le scientifique, il est perdu pour sa science, il est perdu aussi pour le sujet des ovnis. Parce que derrière, il n'y a personne qui le suit. Donc, le vrai souci, il est là. Est-ce qu'on est capable de construire un problème qui implique les autres, ou est-ce qu'on reste égoïste dans son coin, qu'on affirme des choses et que finalement on ne va pas plus loin et on continue à s'engueuler? Merci beaucoup Pierre Lagrange pour votre participation à cette émission. Je rappelle que vous êtes l'auteur, entre autres, de ce livre qui est paru à la Découverte édition, aux éditions La Découverte. Ça s'appelle La rumeur de Roswell.